Mais enfin, pourquoi n'arrive-t-on pas à vaincre ces Gaulois? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce village? D'après ce qu'on me dit, c'est un petit village tout à fait banal, comme il y en a des centaines d'un bout à l'autre de la Gaule. Hé, garde! Ouvre la porte, c'est mon cousin sapeur de bœuf! Vas-y! Ouvre! Salut cousin, ça va? Il est prêt, mon poisson, il est prêt! Bonne mine! Regardez! Bonne mine! Approchez les voyageurs! Minute! Il est prêt, approchez! C'est du prêt, c'est du beau, c'est du J'arrive! Regarde! Magnifique, hein? Je dois quand même vous signaler que mon époux a pris du poids ces derniers temps. Mais c'est prévu, Madame Madmine! J'ai tout renforcé! Tu vas l'essayer, hein? Oui! Bah vas-y! Oui! Et alors? Vive Vercingétorix! J'aurais voulu être un Silence, Pépin! Hé! Ton poisson pas frais! Tu te le gardes chez toi! Quoi? Mon poisson, il est pas frais! Venez sortir de près, venez! Regardez ça! Il est pas frais, ton poisson! Quoi, il est pas frais? Sortez-moi ça! Il est frais, mon poisson! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Barrez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. La mer suce des queues en enfer! And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans The Cinema Show. Il est 19h passé de 3 minutes sur Radio Campus Montpellier. Chaque mercredi soir, on débriefe pendant 1h30 des dernières sorties cinéma avec une équipe de chroniqueurs et chroniqueuses au charme insensé. Et en parlant de charme, celui qu'on appelle le Casanova de la Farled est avec nous ce soir. Je parle bien évidemment de Florent. Comment ça va, Florent ? Ça va, mais t'as calé vraiment directement ma ville d'enfance, quoi. Ah bah clairement. Ta ville tout court, non ? Ta ville tout court, ouais. Ma ville, ouais, c'est ma ville. Pas trop de filles qui sont tombées sous ton charme ces dernières semaines ? Non, c'est dur la vie, mais ça va. Non, ok. À tes côtés, on retrouve celle qui a été élue stagiaire préférée des Parisiens en janvier 2023, Margot. Salut Margot, contente d'être de retour. Ah bah oui, on se sent comme à la maison ici de toute façon, donc... Eh ben, tu nous avais manqué. Lui aussi n'était pas venu depuis un moment et on a donc encore plus envie de savoir ce qu'il faisait les week-ends. Je parle bien sûr de Tico. Tico, il a senti direct quand on parlait de lui. Il a fait ah oui, les week-ends, ça c'est pour moi ça. Ça va Tico ? Eh ben, ça va super, écoute, ouais, ça fait 2 mois je crois que je suis pas venu. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps, mais. Surtout le week-end ? Ouais. Ben, là, vu que c'était les vacances, un peu toute la semaine, j'adorerais en parler, mais là, on parle de cinéma, donc peut-être une autre fois. Une autre fois. On fera une émission spéciale sur mes week-ends, ouais. Bah, je suis chaud. Super. Et comme quasi toutes les semaines, Marie viendra compléter cette équipe de choc, parce que ça serait pas une équipe de choc sans toi, Marie. Ah, merci, c'est gentil. Tu vas bien ? Oui, ça va, oui. Ah. J'aime bien parce que avant l'émission elle avait l'air d'être normale, Marie, genre en forme et tout, et là l'émission commence. Ouais non en fait je suis au bout de ma vie. Je relâche la pression de la journée et non mais ça va.
Ok, très bien. Ce soir, en manette de l'émission, on retrouvera Yanis. Salut Yanis. Et on aura aussi Ali de Drancy. Ali de Drancy. Salut Ali. Cette semaine, on a débuté l'émission par là où tout a commencé pour Astérix en live action au cinéma. Je parle du Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi. Un petit mot sur cette première aventure d'Astérix. Florent, je pense que t'as des choses à dire sur ce film. C'est un classique de mon enfance. Enfin, moi, là, revoir ces scènes, c'est tout de suite, c'est une sorte de Madeleine de Proust. C'est un Astérix pourtant hyper étrange. Il a été moins marqueur de mon enfance que Mission Cléopâtre, mais quand même, il est vraiment très particulier. J'invite tous ceux qui l'ont pas vu à le voir. C'est le premier en live, mais il a vraiment quelque chose d'assez singulier, et avec un petit bout des visiteurs, parce que Clavier en fait des caisses, donc c'est un plaisir. Marie? Moi je l'adore, je l'ai peut-être plus vu que Mission Cléopâtre, et rien que pour Jean-Pierre Castaldi, je dis oui. C'est vrai que pour Jean-Pierre Castaldi, on dit oui à chaque fois. Pour la fameuse Chico, scène. tu l'as vu? J'adorais en dire du bien, mais j'ai pas de souvenir. Pourtant, je crois l'avoir vu, mais aucun souvenir. La jeunesse. Bon, Margot, on pose pas la question. On sait qu'elle est passée à côté de ce film, de ce chef-d'œuvre. Ce soir, il sera donc question de 4 films. Le nouvel Astérix et Obélix, sous-titré L'Empire du Milieu, est réalisé par Guillaume Canet. After Sun de Charlotte Wells. Knock de Cabin de M. Night Shyamalan. Anglais LV1, c'était bon. Mais va te faire, je me casse. Allez, ciao. Et La Montagne de Thomas Salvador. Nous sommes d'ailleurs allés à la rencontre du comédien et réalisateur Thomas Salvador. Cet entretien réalisé par toi, Margot, sera, en tout cas mené par toi, sera retrouvé en fin d'émission, tout comme le quiz de celle qui me clash sur l'anglais et le recours de l'équipe, bien sûr. Le programme du soir est donc chargé, donc commençons tout de suite par les news présentées par la talentueuse Margot Costa. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Et commençons par notre traditionnel mercato avec ses annonces de tournage. Effectivement, nous allons débuter notre soirée en douceur en parlant de projets à venir. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà regardé la série Hippocrate sur la table. Non. Yes. On va être top. Écoute, c'est très bien. Ça fera plaisir à Simon. Mais sachez que du coup, la saison 3, elle vient de débuter son tournage. Alice Belaïdi a partagé son engouement sur les réseaux sociaux. Et du coup, il faudra avoir un petit peu de patience pour découvrir la nouvelle saison sur Canal+. Et pour continuer avec le chiffre 3, on va encore parler d'une suite. J'imagine que pour le coup, là, vous connaîtrez à peu près tous ce film, puisqu'on va parler de Sans un bruit. Oui, c'est quoi ça? Et du coup, le troisième opus a aussi débuté son tournage. Malgré toutes les galères qu'ils ont eues à la recherche d'un nouveau réalisateur, on a du coup ce nouveau volet qui va débuter. John Krasinski, du coup, il est toujours à la production, mais ce sera Michael Cernowski qui serait à la réalisation cette fois. Vous le connaissez peut-être pour le film Pig, qui avait plutôt bien marché. Et du coup, le film est prévu pour 2025, donc il faudra attendre un petit peu aussi. Et pour terminer ce mercato, on reste sur une note assez positive avec un nouveau projet. Si Ben Stiller vous a un petit peu manqué, écoutez, il va être de retour avec une série qui est assez osée, parce qu'en fait, il va incarner non pas un, mais pas deux, mais 3 personnages à la fois. Donc c'est quand même pas mal. Ça se base sur une histoire qui est d'ailleurs déjà disponible sur Netflix. Il y a un documentaire qui est sorti. C'est sur l'histoire du coup de Bobby Shafran, David Kellman et Eddie Galland, qui sont 3 triplés en fait qui ont été séparés à la naissance et qui se retrouvent des années après. Et du coup, ce sera nommé Three Identical Strangers. Voilà, donc c'est un projet à venir, ça peut être pas mal. Moi aussi, ça me tente. Il est pas un peu vieux, le monsieur, pour jouer ça? Waouh. Monsieur Stiller. Mais comment tu parles de Ben, là, donc Mais c'est vrai que normalement, je crois qu'ils se sont retrouvés pas aussi vieux qu'à l'âge de Ben Stiller, mais on va voir comment ils se débrouillent. Écoute, c'est une adaptation libre. Voilà, c'est ça. On va passer à la prochaine news. Et on va continuer avec les bonnes nouvelles. Effectivement, si je vous dis Jafar Panahi, est-ce que ça vous dit quelque chose autour de la table? Oui, j'adore. Oui. C'est un réalisateur iranien qui est notamment reconnu pour son travail sur Taxi Téhéran. Mais l'artiste faisait surtout parler de lui. C'est toi qui le connais pas en fait. Il joue un peu. Donc, oui, voilà. Il a été surtout, on a surtout parlé de lui ces derniers mois parce qu'il a été emprisonné soudainement. En fait, depuis juillet 2022, il est mis sous silence en prison à Téhéran, sans vraiment de raison
justificative, mais juste parce que c'est un artiste. Mais du coup, il y a quelques jours, il avait entamé une grève de la faim pour protester contre son emprisonnement. Et finalement, ça a un petit peu marché parce qu'il a enfin été libéré. Donc, quand même pas mal de mois après son emprisonnement. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle quand même qu'il fallait souligner. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Et le Festival de Cannes d'ailleurs a apporté tout son soutien au réalisateur Jafar Panahi. Non? Point d'interrogation. J'aime bien quand je mets les mauvaises intentions. C'est horrible. Ça c'est ma spécialité. Hein? Point d'interrogation du coup. Ouais. Et oui Simon, tout à fait. Merci le Festival de Cannes de montrer ton engagement politique et social. Mais qu'en est-il quand il s'agit de la France? Là ça va parler. Et oui, parce que si vous ne le saviez pas encore, il y a de grosses rumeurs qui circulent en ce moment sur une possible venue au prochain Festival de Cannes de monsieur Polanski. Mais je prends mes billets tout de suite. Mais non. Du coup, il serait peut-être invité à la prochaine cérémonie qui se tiendra en mai. Je prie fort pour que ce soit que des rumeurs, bien sûr, et que le festival donne tort. Marie, tu veux réagir? Je te vois. En fait, cette nouvelle, elle m'a provoqué un ulcère. Quand j'arrive pas à y croire. En fait, je suis fatiguée. Voilà, donc fatiguée de me battre. Donc... Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour l'instant, on va se dire, voilà, comme tu dis, que c'est que des rumeurs. On sait pas si c'est véridique. T'inquiète, petit Frémo, il est derrière. Je peux t'assurer qu'il va y aller. Quand ça sera confirmé, voilà, on va en parler pendant 2 heures. On va faire une émission que sur ça. Et on va bien défoncer le Festival de Cannes. Mais n'oubliez pas de nous garder 2 accréditations de côté, bien sûr. Voilà. On va pas s'étaler là-dessus parce que ça reste une rumeur. Il y en a une autre qui fait quand même un peu plus plaisir et qui fait aussi parler le Twitter ciné en ce moment. C'est celle de la venue de Christopher Nolan, peut-être, pour son film Oppenheimer, qui du coup devrait sortir en juillet. Donc on pense que c'est possible qu'il y ait une petite avant-première en mai. Ça, ce serait quand même ça plus fait sympa. des années pour chaque film de Nolan, puisqu'ils sortent souvent en juillet, on se dit, ouais, il y aura peut-être une avant-première à Cannes. Mais il est fini jamais à temps. Est-ce que ça sera le bon moment? Avec la nouvelle présidente, peut-être que ça donnera un petit coup de boost, vu qu'elle connaissait bien les gros studios américains. On verra ça. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une des 2 actualités qui nous fera un peu plus plaisir. Je ne dirai pas laquelle. Écoute, on va passer à la dernière news. Mais Oppenheimer n'est pas la seule grosse sortie hollywoodienne en 2023. Point d'interrogation. Tout à fait. Cette année, elle va être rechargée. Et c'est la preuve en est avec Babylone, qui a rencontré un joli succès en France. Mal. Oui. Il rencontre un joli succès en France puisqu'il a déjà dépassé le 1 million d'entrées. C'est quand même un sacré score. Mais c'est pas sur ça que je vais m'appuyer. En fait, Damien Chazelle, il a aussi une autre annonce. Enfin, j'ai une autre annonce à vous faire par rapport à Damien Chazelle. J'ai une annonce à vous faire. On dirait qu'elle lui a dit un truc et tout. Tu le connais un peu, Damien Chazelle? Ça, c'est à Paris. T'as dû le rencontrer là-bas. Ben oui, du coup. Oh. Mais du coup, j'espère que vous avez aimé son film La La Land, parce qu'en fait, le film, il va avoir droit à sa comédie musicale à Broadway. Wow. Donc ça, c'est une sacrée nouvelle pour le réalisateur. Moi, je trouve que c'est une nouvelle formidable, et j'aurais vraiment rêvé d'aller voir ça à Hollywood. Non, elle va peut-être venir à Paris, si elle a du succès. Espérons. Ou sinon, petite idée cadeau pour Margot qu'on aime beaucoup dans l'émission. On l'envoie à New York. Voilà. Allez donc, elle ne revient plus. Mais voilà, c'était la petite dernière news pour terminer quand même en beauté. Ça fait plaisir de finir par une actualité un peu plus réjouissante comme ça. Merci beaucoup Margot. On dit dans le chat que on fait t'inquiète Simon, les lancements sont fluides. En vrai, c'est Colline de l'Instant Animation qui nous dit ça, donc j'imagine qu'elle a un comparatif. Waouh. Voilà. Ah non, moi je pensais qu'elle était ironique. Hein, je crois. Non, moi je pense que ça te tire des balles réelles pour son animateur Thibaut de l'Instant Animation. Retrouvez cette excellente émission les mardis sur Radio Campus Montpellier. Voilà, petite promo parce qu'on les a défoncés sur le clash de Noël. On enchaîne tout de suite avec nos débats. Et du coup, ils essaient de se venger parce que là, il y a Thibaut qui fait bravo pour ces news, c'est le seul truc bien dans l'émission. Waouh! Nous, on cherche encore ce qui est bien dans votre émission, Thibaut. On va faire un clash. Ouais.
C'est parti donc pour notre partie débat. Pour rappel, 4 films sont au programme de la soirée. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Knock at the Cabin, va te faire foutre Marie. Voilà, tu vois, je l'ai bien prononcé là. Hein. J'avais oublié pourquoi. La Montagne aussi et After Sun. Et donc 11 ans après les dernières aventures du plus célèbre des Gaulois moustachus, c'est Guillaume Canet qui a donc la lourde tâche de reprendre le rôle et de réaliser une nouvelle adaptation des aventures d'Astérix. Pari gagnant ou véritable échec? On se pose la question. J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Même moi, je sais où c'est. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien, tu le dis bien. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Non et non. Moi, je suis d'accord, j'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix? Tu seras mon témoin. Oh, mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer. Oh, Vous faites quoi là? Rien. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Moi aussi, je suis amoureux. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure. Bonjour Obélix. Ne trouve pas là. Mais tu m'aimes plus? Oui, dis oui. Je l'aime. Tu m'entends? Comment ça, tu l'aimes? Comment ça, tu l'aimes? Et ils sont où? Et ils sont où, les Égyptiens? Tu sais quoi, Obélix, on mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Des légumes. Des légumes? Des légumes? Hein? De toi, ça et des filles. Des légumes. Chargez! Merci. De rien. De quoi parler quand ton pauvre lait? Clem! Et qu'est-ce que c'est que ça? Comme la dernière fois, tu t'étais blessé avec. Bon, ça va. Essaye de reprendre ta pièce, petit scarabée. C'est très facile, vous êtes aveugle. Ne présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. Et c'est là, tu l'as vu venir? Voilà. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Quel est le pitch de départ quand même? Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Deng Xiaoping. Putain. Un prince félon, aidé par Grain de Maïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tatane. La princesse Fouilly, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Ça, je pense que vous connaissez un petit peu. Donc dans le rôle d'Astérix, on a Guillaume Canet, on a Gilles Lelouch qui joue Obélix, et puis ensuite une pléiade de comédiens et comédiennes, on va en citer quelques-uns: Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Julie Chen, Léna Shea, Marion Cotillard, Pierre Richard, Ramzi Bedia, José Garcia, et j'en passe. T'en as pour 1 heure si tu vas tous les dire. Ouais, j'en ai pour 1 heure et on n'a pas du tout le temps, donc c'est pour ça. Tico, tu souhaitais commencer sur... il m'avait pas dit qu'il voulait commencer sur ce film-là à la base, mais je lui ai mis un revolver sur la tempe et il m'a fait ok, je commence. Je préférais partir. Donc qu'est-ce que t'as pensé du film? Déjà, c'est un film qui m'a beaucoup intrigué au début, parce que forcément c'est une très grande sortie française. Je crois que c'est 65 millions d'euros de budget, il me semble. C'est juste 8 millions de moins que Babylone, faut le savoir. Ouais. Et je sais plus, je crois que c'est à peu près le pareil que Everything Everywhere All At Once. Je sais plus exactement combien c'était. Enfin, c'est monstrueux. Plein de grands. C'est pas le Astérix le plus cher de l'histoire non plus. Ouais, le plus cher, ça reste aux Jeux Olympiques qui avait coûté 92 millions d'euros. Ah putain, la honte aussi ça. Voilà. Du coup, ça m'a quand même intrigué ce film parce que très gros budget, plein de grands noms, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Surtout quand ils mettent en avant dans les bandes annonces, les affiches et tout, des gens qui sont pas du tout du milieu, comme par exemple McFly et Carlito, voilà, Big Flo et Oli, voilà. Et après, ce sont tous des artistes, plus ou moins. Voilà. Mais quand j'étais petit, j'étais très fan des BD, et du coup, ça m'a intrigué aussi ce film pour ça. Et je voulais vraiment
un peu savoir de quoi ça parle. Et sauf que quand j'ai vu les premières bandes annonces, ça m'a pas donné envie de le voir. Quand j'ai vu le casting, ça m'a pas donné envie de le voir. Quand j'ai vu les réceptions, ça m'a pas donné envie de le voir non plus. Mais je me suis dit, est-ce que c'est si mauvais ? Et du coup, c'est pour ça que j'étais un peu content quand même d'aller le voir. Du coup, il y a forcément quelques points positifs, je trouve. Les décors, je les ai bien aimés, c'était pas trop mal. Les costumes aussi, franchement, ça va. Les musiques originales, je parle uniquement des musiques avec orchestre, j'ai bien aimé aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi, les musiques de M sont plutôt cool. En tout cas, elles restent en tête, elles marquent bien, même si elles sont très clichés, genre musique asiatique typique, voilà. C'est ça. mais elles fonctionnent bien. Ça fonctionne bien. L'univers global d'Astérix Obélix, je trouve, il est pas trop mal. Il y a quelques blagues qui m'ont fait pouffer, il y en a 2 de mémoire. Donc c'est déjà... Ça, c'est celle sur les yeux bridés qui t'a fait bien rire. Absolument pas. mais voilà, genre... j'ai pouffé 2 fois, c'est déjà pas mal. Et je trouve que Vincent Cassel en César, c'est un super match. Après... C'est vrai. C'est peut-être un peu gâché dans le film, mais c'est un super match. Ouais. Et du coup, voilà, forcément, plein de points positifs. Donc on parlait de Vincent Cassel en César, mais je vais aussi dire Marion Cotillard en Cléopâtre. Même si elle est quasi inexistante dans le film. Oui, mais j'adore cette actrice et je trouve qu'en Cléopâtre ça fonctionne pas trop et en plus elle est insupportable dans le film. Donc, elle essaie de se la jouer un peu, je trouve, Helena Bonham Carter ou je sais pas trop quoi, genre personnage un peu burtonien, et ça marche pas du tout. Non, franchement, pas du tout. Son rire ultra il est affreux. Mais ça, c'est un peu Mélanie Laurent dans le film en fait. Ouais. Mais ça, du coup, moi je jette exclusivement la faute sur la direction d'acteur qui a été catastrophique dans tout le film. Julie Chen, la pauvre. Elle est à côté, quoi. C'est une catastrophe. C'est honteux. Je pense que c'est honteux. Je pense que ça aurait pu aider si les dialogues étaient bien écrits. Et là, ils sont affreux, donc forcément, ça aide pas. Je pense que s'il y avait pas Guillaume Canet à la réalisation, peut-être que on l'aurait mieux dirigé, qu'elle aurait pu mieux s'en sortir. Mais là, du coup, c'est catastrophique. Enfin, tous les acteurs. C'est dommage parce que quand même, moi, je suis pas un grand fan du cinéma de Guillaume Canet, même s'il ne le dit à personne. Ça reste quand même un film de cœur, mais je veux dire, il est quand même sur ces films-là, ne le dit à personne, ou même Les Petits Mouchoirs. On a beau dire ce qu'on veut, les acteurs sont quand même, ils ont quelque chose de culte en gros dans leurs répliques, des trucs comme ça. Donc il y a des choses qui sont restées, c'est que la direction allait bien, et c'est vrai que là, c'est pas terrible du tout. Là, c'est vraiment pas bon et. Les personnages, je les trouve aussi très mal construits. Il y a beaucoup de. Mais ils sont pas construits du tout en fait. Mais en fait. Il y a beaucoup d'incohérences dans plein de choses, plein de trucs qui vont pas du tout, c'est vraiment catastrophique. Moi, c'est la question que je me pose et je vous la pose aussi à vous. Pour vous, qui est le premier rôle de ce film ? Moi, c'était plus Obélix en vrai. Mais il est pas si présent que ça non plus finalement, Obélix. Hein. Mais c'est peut-être parce que c'est le plus attachant des personnages que je dis ça. C'est la princesse, moi je dirais. Ouais, finalement c'est la princesse. Rôle, Et Jonathan Cohen en fait est assez effacé dans le film. En fait, tous les acteurs sont sous-exploités. C'est vrai. Et c'est un peu dommage. Insupportable comme personnage. Il est là, il vient nous prendre la tête et c'est fini quoi. Non, c'est vrai. Et puis les caméos, il y en a certains, je sais pas, celui d'Angèle par exemple, quand elle sort, c'est oui ou bien c'est non. Affreux, vraiment c'était affreux. C'est si gros. Ça sera notre pause musicale d'ailleurs. Elle est même pas convaincue quand elle le dit, elle est là, regarde, tu fais une référence, ça m'amuse. Non mais elle était gênée je pense. Mais encore, le personnage de Orelsan, à un moment donné, il fait un peu une référence cachée, c'est ça. Ouais mais encore celle-là, ça passe mieux. Franchement oui. Mais Orelsan apparaître sur sa barque et faire ça, il branle rien du film. En parlant de barque, est-ce que vous aussi vous étiez profondément déçu de Titanic ? Parce que le personnage d'Orelsan s'appelle Titanix. Ouais. Moi je me suis dit le bateau va couler. Pas du tout. Après j'ai vu qu'il y avait à un moment donné avec Obélix et Tatane les mêmes lumières que Titanic, un peu de musique similaire. Je me suis dit oui c'est vrai, cool, oui, ils vont sur faire le ponton. Pas du tout, ça s'est arrêté bien avant. J'étais très déçu. Moi j'ai envie de te dire heureusement. Parce que déjà que là c'était bon. Ouais mais du coup ça m'a frustré. Et genre j'aurais pu tirer un point positif en me disant ça va, c'est un peu comme Titanic vu que j'ai bien aimé le film, mais du coup là ça m'a déçu profondément. Alors bon, c'est un film qui a mis 4 ans à se faire, ça fait depuis 2019 qu'il a annoncé, avec le Covid, tout ça, il y a eu plein de problèmes, il devait être tourné en Chine et finalement il n'a pas été tourné en Chine, il est tourné dans le Val-de-Marne, voilà. Big up au 9-4. C'est le premier épisode aussi sans Gérard Depardieu, Obélix. Et ça on l'a pas suffisamment souligné. Florent, quel est ton avis là-dessus ?
Joli lancement. En fait, je trouve que Gilles Lelouch, au démarrage, m'a paru trop vouloir faire du Depardieu. Sur le rire et tout, là. Voilà. Après, je trouve qu'il trouve son Obélix. Je trouve qu'il trouve son personnage parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et de toute façon, il faut arrêter de se dire c'est Depardieu pour l'éternité et personne ne pourra plus jouer Obélix. C'est pas vrai. Et je trouve que son Obélix, il est pas déconnant. Et après, le film, de manière générale, je suis obligé de dire que j'ai pas passé un mauvais moment. Je suis obligé de dire qu'on a tellement entendu des sauts et des torrents de merde et des cascades énormes de merde sur le film que quand je sors du film, je me dis c'était pas le pire Astérix que j'ai vu, c'est pas si pire. Je me suis pas ennuyé, j'ai pas trouvé ça consternant. Il y a des comédies françaises beaucoup plus consternantes. Les Tuches 4, c'est 1000 fois plus consternant que ce film-là. Et pourtant, il y a des points catastrophiques que je reconnais et qui me sortent du film et qui me font sortir les yeux des orbites tellement, et les oreilles aussi qui saignent, tellement c'est genre catastrophique en termes d'écriture raciste, catastrophique. Enfin, ça va pas du tout. Mais en fait, l'ensemble, je fais en fait, pas si mal. Et ce qui compte, je trouve, du coup, c'est que pour moi, la mauvaise pub autour du film, peut-être qu'elle va servir le film parce que c'est pas si horrible et il aurait été pas loin, je pense, de comprendre son matériau de base. Je pense que les scénaristes, il aurait peut-être dû s'entourer d'autres personnes. Oui. Parce qu'il a la volonté, en fait, de refaire du Mission Cléopâtre en mettant des blagues, il fait que les dialogues, c'est noté Guillaume Canet sur le film. L'adaptation et les dialogues, mais c'est pas lui qui a écrit le gros du scénario. Il aurait peut-être dû laisser ça au scénariste aussi, les dialogues. Parce que du coup, il y a une volonté donc c'est un grand film français, donc il faut plaire aux enfants et aux adultes, il faut faire des références comme dans Mission Cléopâtre, etc. Donc on sent que c'est là, mais quand c'est trop factice, ça fonctionne pas. On dirait qu'il veut refaire les coups de foudre. Ah voilà. Non, ce qui m'a énervé le plus dans le film, c'est que tout le scénario est basé sur machin tombe amoureux de machin, et ça c'est le pire truc du film. Les musiques et les slow-mo, j'en pouvais plus. Mais c'est déjà trop, c'est affreux. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je pense que c'est catastrophique sur certains points. C'est un des problèmes des Astérix et des Obélix en général, c'est qu'ils savent pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on est vraiment une comédie, est-ce qu'on est vraiment un film d'action-aventure, et donc on est un peu entre les deux. Est-ce qu'on touche que les grands, comme tu dis, que les enfants, et donc on va jamais au bout de toutes les choses, et ce qui fait que l'action elle est mal mise en scène ici, les blagues c'est pas, et on va pas la retenir comme une comédie de dingue. Non. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a quelques idées qui auraient pu être mieux exploitées, comme par exemple celle d'Astérix qui veut arrêter la potion magique. En fait ça devient, c'est juste c'est juste pour faire une métaphore mais un peu claquée au final, mais alors que ça pouvait être une bonne idée même pour l'intrigue, pour des choses qui se passent, et là en fait c'est juste, ça reste en surface. Mais comme tous les sujets qui sont évoqués, le féminisme, des trucs comme ça, c'est vraiment, ça rentre les deux pieds dedans, et c'est avec des gros sabots, et c'est mal foutu. Bon. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse sur les pigeons qui vibrent? Je suis obligé d'en parler. Ça, mon Dieu, c'était le pire truc du film. Les pigeons qui vibrent, je n'en pouvais plus. Margot, moi, ce qui m'a rendu triste, c'est que déjà, j'ai pas apprécié ma séance, mais en fait, je peux comprendre parce que je pense que je suis pas vraiment le public pour ce film-là. Mais ce qui m'a rendu triste, c'est que même la salle n'a pas été le public pour le film. Il y a personne qui rigolait et tout, et que moi j'aime pas le film, c'est une chose, mais que personne n'y soit sensible, c'est quand même vachement triste, quoi, je trouve. On nous demande dans le chat juste... Oui, j'allais poser la question à la fin. Je voulais vous poser quel est le meilleur, mais on fera le pire aussi. Mais je voudrais juste entendre Marie aussi sur le film avant de répondre à cette question. Tous les points négatifs qui ont été évoqués sont ce que je pense du film. Le seul truc à sauver, je trouve, je rejoins Florence, c'est Gilles Lelouch qui pour moi est très bon dans le rôle. Il remplace très bien Gérard Depardieu, enfin vraiment sur ce coup-là aucun problème. Tout le reste pour moi c'est vain, futile, on s'en fout complètement, et les caméos c'est terrible. Et leurs noms, moi je trouve les noms des personnages. Oui, mais alors ça il faut oui, mais ça c'est quelque chose qui existait déjà avant qui existait déjà avant, et qui existe dans les BD de base. Mais c'est beaucoup plus subtil, je trouve, dans les autres. Mais dans les BD c'est pas du tout, dans les BD c'est pas du tout subtil, c'est toujours comme ça. Oui, mais c'est jamais raciste, c'est jamais voilà. Ça n'a même pas de sens. Je pense que ça a dû l'être. Antivirus, pourquoi il s'appelle Antivirus? Dancing Queen. Mais ça c'est une référence aussi, parce que Jean-Paul Rouve dans Méchant Cléopâtre il s'appelle Antivirus. Ça n'a aucun sens de faire cette référence
séquence-là avec Zlatan Ibrahimovic. Excusez-moi, mais ce mec, c'est pas possible. Il faut noter surtout Tatane et Tofu. C'est ça Tofu, qui n'a aucun sens. Vraiment, y a rien, je trouve que ce film condense tout ce qu'on peut reprocher à la comédie française, c'est-à-dire les blagues racistes, les blagues antiféministes, les blagues grossophobes, anti-vegan, tout ce que vous voulez. Ça regroupe tout, absolument tout. Et c'est pas possible de voir ça. C'est ouais, mais les autres vont dire qu'au contraire, c'est un film woke. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ça sur certains Angèle, sur qui est censée avoir un rôle féministe, on la voit 2 minutes et à la fin, elle est jalouse qu'Obélix soit pas amoureux d'elle alors qu'elle le rejette tout le long. Comment il s'appelle, Astérix, il veut devenir vegan, à la fin il remange du sanglier, il est content, ça lui fait du bien. La blague sur les bridés, enfin à un moment donné, non, c'est pas un film woke et c'est absolument pas du tout un film qu'on devrait voir aujourd'hui en 2023. Ça, c'est sûr que les blagues sont dépassées. J'ai noté des blagues à l'ancienne, entre guillemets. Voilà. Des blagues horribles. Alors, quel est votre meilleur? On va commencer à meilleur Astérix à la base. Le seul que j'ai vu, c'est Mission Cléopâtre, de toute façon, et je le trouve. Donc c'est ton meilleur et ton pire. Voilà. C'est l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu, c'est le pire. Florent, ton meilleur et ton pire. Mission Cléopâtre, le meilleur, et le pire, je vais dire les Jeux Olympiques, parce que Astérix et Obélix sont pas là, parce que c'est catastrophique, et parce qu'on sait ce qui s'est passé, et que voilà, c'était catastrophique en tout point, le tournage, voilà, il y a rien qui va. Marie? Mission Cléopâtre pour le meilleur, Au service de Sa Majesté pour le pire, car je n'ai pas vu les Jeux Olympiques. Ok. Et toi, Tico? Non, Empire du Milieu, le pire, je suis con. Est-ce qu'on prend que les dessins animés aussi, tu voulais mettre? Ouais. Tu fais ce que tu veux. De toute façon, c'était une question qui n'était pas prévue à la base. Ouais, parce que du coup, je mettrais celui d'Alexandre Astier là, qui est sorti il y a quelques années en meilleur. J'avais beaucoup aimé. Secret de la potion magique, c'est ça? Je sais plus un truc. Il y avait aussi le domaine des dieux. Et je mettrais pas les Jeux Olympiques en pire parce que je trouve que Michael Schumacher c'était marrant dedans. Donc du coup, je trouve parce qu'il marchait encore à l'époque. Bah oui. Et du coup, pour moi, le pire, du coup, c'est celui-là. Hein, Ok. Moi, je pense que le pire, je vais dire service de Sa Majesté parce que il est insignifiant. Oui, il est insignifiant. Et le meilleur, Cléopâtre, je pense que c'est le meilleur, mais je vais dire Contre César pour faire un peu chier, voilà. Non, mais t'as raison. Parce que je pense que c'est celui que j'ai le plus vu d'ailleurs. Très bien, bon, vous aurez compris qu'on n'est pas hyper emballé par ce Astérix et Obélix, même si, comme tu l'as dit Florent, c'est pas non plus la grosse catastrophe annoncée, alors que les Jeux Olympiques, ça avait été une catastrophe. Mais je pense que la vraie conclusion, c'est que le gros problème d'Astérix en live, on l'avait déjà dit la semaine dernière, c'est les producteurs. C'est la production qui est catastrophique. Et pourtant, Thomas Langman, il est plus là. Guillaume Canet, c'est pas un mauvais réalisateur en réalité. Les ayants droit qui sont catastrophiques. Dernièrement, c'était quand même pas terrible, Guillaume Canet. Pour notre second débat de la soirée, si on se prenait un petit peu de vacances, point d'interrogation. C'est un peu ce qu'on a envie de faire quand on se plonge dans les souvenirs nostalgiques d'Aftersun, premier film de l'écossaise Charlotte Wells. No. Why? And there's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. Never quite as it seems. You know, I want you to know that you can talk to me about anything. Whatever parties you go to, boys you meet, drugs you take. Dad! Oh my god, what even is that? These are my moves. Oh, that's so embarrassing. That's not embarrassing. Like this before. You okay through there? I don't know, I guess. I just feel a bit down or something. What do you mean? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking? You never know where you'll end up, though. You can live wherever you want to live.
Donc le synopsis du film: avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant, les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux, la sourde et invisible menace d'un bonheur finissant. C'est un film qui était donc présenté à la semaine de la critique à Cannes l'an dernier, et c'est le premier long métrage de Charlotte Wells, dans lequel on retrouve donc Frankie Corio dans le rôle de Sophie et Paul Mescal qui joue le rôle du père, qu'on a vu dans Normal People. Margot, qu'est-ce que tu as pensé du film? Justement, Jean-Marc. Retour en arrière, il y a un an, enfin à peu près, quand je rentrais de Cannes, je vous annonçais que c'était mon coup de cœur du festival. Et ça n'a pas bougé depuis, hein, c'est toujours mon coup de cœur du festival. Et pour le moment, c'est mon coup de cœur de 2023, de ce que j'ai pu voir. Moi, c'est un... T'as pas encore vu le nouveau Philippe Lachaud? C'est peut-être pour ça. Non, mais en fait, je pense que c'est un film où c'est assez important d'y aller avec le moins d'infos possible. Donc, s'il y en a qui l'ont pas encore vu, moi, je vous conseille d'essayer de pas avoir trop d'infos, parce que pour le coup, c'est une grosse surprise et c'est surtout une expérience extrêmement personnelle. Je pense que chaque personne qui va le voir va en ressortir touchée, mais très différemment. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a certains qui passent à côté du film. Mais ouais, c'était une grosse surprise parce que autant dans sa photographie, je trouve qu'il est absolument sublime. Ça se déroule l'été, du coup c'est en Turquie. Et il y a un soleil magnifique, les bleus de la mer et même du ciel. Je trouve que c'est très très bien photographié. Ça, c'est des paroles de Vaiana là que tu nous... Les bleus du ciel et de la mer. Je trouve qu'en termes d'acting, il y a une fusion qui s'est faite qui est juste sublime. Et même Frankie dit encore aujourd'hui que Paul Mescal c'est comme son meilleur ami, et je trouve ça absolument adorable. Moi, Paul Mescal, c'est un acteur que j'avais déjà adoré dans Normal People. Il est brillant dans ce film. Il est nommé aux Oscars d'ailleurs pour le rôle. C'est magnifique, c'est un de ses premiers rôles au cinéma, donc je trouve ça génial. Je pense pas qu'il gagnera, mais c'est déjà une belle preuve de son talent. Et voilà, je suis très contente de tous les prix qu'il remporte déjà un festival, du succès qu'il a. Là, il va être encore plus dans de plus nombreuses salles en France après sa première semaine d'exploitation, donc c'est une trop bonne nouvelle. Et je suis très heureuse du succès qu'il a. La fusion, elle est magnifique. Et en fait, c'est dur de poser des mots très concrets parce que moi, c'est une expérience qui m'a vraiment touchée dans mon intimité. Et je trouve ça chouette parce que je pense que ça peut toucher beaucoup de générations différentes, entre l'enfance, l'adolescence, passer de l'âge adulte à avoir les responsabilités d'être père. Je trouve que ça touche beaucoup de sujets sur pas mal d'années différentes et que chacun peut s'y retrouver, soit en tant qu'enfant, soit en tant que père. Je trouve que c'est multigénérationnel. Moi, j'ai parfois eu l'impression de voir ce qu'aurait été un bon Call Me By Your Name pour moi. C'est mon film préféré. Donc non, mais je sais, mais c'est pour ça que je me suis douté aussi pourquoi tu aimes autant, parce que je trouve qu'il m'a fait beaucoup penser. Bon, outre l'intrigue et son côté un peu nostalgique, on retrouve aussi même un même travail sur le cadre et les panoramiques comme ça, les assez longs panoramiques. Et je me suis dit ah ouais, ça aurait pu être bien Call Me By Your Name. Mais heureusement, il y a Aftersun qui vient remettre la barre en haut. Mais moi je me suis jamais autant retrouvé d'ailleurs dans des souvenirs d'enfance, et je sais pas si vous aussi des souvenirs de vacances comme ça dans ce film. C'est assez brillant. Alors moi j'allais pas dans des hôtels en Turquie, j'allais plutôt dans des campings en Vendée, mais la gueule de l'hôtel, voilà, et je trouve qu'on se retrouve vraiment là-dedans, et tu le disais, sur toutes les générations, puisqu'on n'a pas de la même génération. Tout à fait, c'est vrai que j'ai 20 ans de plus quand je dis ça. Et c'est vrai que je m'y suis aussi pas mal retrouvé. Marie, toi, qu'est-ce que tu as pensé d'Aftersun? Le long métrage d'ailleurs produit par Barry Jenkins. Tout à fait. Pour moi, c'est une masterclass, ce film. C'est une très grosse surprise parce que je l'attendais pas du tout. Et pour ce qui est de Cannes, je trouve que la semaine de la critique, c'est la compétition qui a les meilleurs films chaque année. C'est un truc de dingue, les chefs-d'œuvre qui ressortent de la semaine de la critique, et celui-là en fait partie. Et je suis d'accord avec toi, Simon. Bon, moi j'allais en camping en Ardèche, mais bon, voilà, c'était pas non plus la Turquie, quoi. Je préfère la Vendée, hein. Moi aussi. Mais ça rend très nostalgique, ces images, ce grain de l'image. C'est des paysages magnifiques, c'est très joliment tourné. Et effectivement, ça peut rappeler des souvenirs à tout le monde. Je pense qu'ils regardent le film. Les prestations d'acteurs et d'actrices sont incroyable. Paul Mescal, je le connaissais pas parce que j'ai pas vu la série, mais il m'a ému à un point terrible. Par contre, je voudrais faire un trigger warning, donc si vous voulez pas écouter ce que je vais dire là, n'écoutez pas. Pour ceux qui ont des histoires compliquées avec leur père ou un problème avec la figure paternelle, ce qui est mon cas,
faites attention. Moi, du coup, j'ai préféré savoir à l'avance ce qui pouvait se passer dans le film parce que sinon, ça m'aurait détruite. Parce que là, ça a quand même été à la fin des gros sanglots. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Donc, voilà, faites attention si vous avez ce type d'histoire. Et sinon, c'est énorme coup de cœur sur Aftersun. Puis on n'a pas beaucoup parlé des plans, mais c'est vrai que même en termes de plans, il y a une créativité folle de la part de Charlotte West, je trouve. Ouais, si, c'est vrai, même toute la logique de surimpression, surcadrage, tout ça qui fonctionne, le fait de jouer avec la caméra, puisque c'est un des points importants du film, c'est que du coup, le personnage de Sophie filme pas mal de choses, et donc on voit aussi les images qu'elle fait. Il y a même une séquence où on voit les images en même temps qu'il y a... ça joue beaucoup sur le miroir, sur les reflets, c'est très subtil, et alors tout le sujet... et notamment vers la fin, est amené de manière très très subtile, et j'ai adoré sa manière de mettre en scène le sujet. Je pense qu'un des points forts, c'est que le film est assez lent, mais il préserve quand même un mystère qui nous est révélé qu'à la fin, et du coup c'est plutôt intelligent pour un film qui a un rythme un peu lancinant, parce que ça nous permet aussi de rester à fond dedans, et je trouve que c'était aussi une bonne idée, tout comme l'idée de pas recontextualiser précisément aussi où se passe l'intrigue à quelle époque plutôt se passe l'intrigue du film, et je pense aussi que c'est pour ça que ça touche beaucoup de générations. Florent, sur Aftersun, tu n'as pas aimé. Non, c'est pour ça on va passer à ton cas. C'est pas vrai. Mais je vais pas en parler longtemps parce qu'en fait moi personnellement le film m'a pas touché, mais en fait c'est marrant parce que pourtant tout ce que vous dites en fait c'est vrai, et je le voyais exister à l'écran, et malgré du coup ce côté hyper organique, hyper décousu, un peu comme on se rappelle des souvenirs quoi, j'arrive à comprendre tout ce qu'il porte, tout ce qui est présent à l'écran, et je crois qu'il a commencé à me toucher et à m'attraper vers la fin du film. En fait les dernières scènes m'ont beaucoup marqué, mais du coup ça a pris trop de temps pour vraiment m'accrocher, donc en fait je souscris à ce que vous dites, mais comme ça m'a pas touché, c'est pour ça que j'ai été moins enthousiaste. Il y a quand même un côté un peu m'as-tu vu aussi, qui fait que peut-être tu peux être hermétique aussi à ça sur le film, sur la façon dont c'est filmé. Oui, en fait au début moi j'ai eu peur de me dire c'est un premier film qu'on a un peu déjà vu, film de vacances avec et en fait donc, au fur et à mesure tu comprends que c'est pas ça, mais au début forcément ça m'a peut-être laissé un peu en dehors. Tico, pour terminer sur Aftersun. Avant que j'oublie, j'ai beaucoup aimé les petits détails dans certains plans. Je pense à un moment donné où ils sortent du bus et il y a la fille qui copie les mouvements de son père, et il y a un panneau vers la droite où c'est marqué, je crois, I know the perfect place ou un truc comme ça, je sais plus quoi, mais c'est coupé à la moitié. C'est un des plans d'ailleurs qui me fait beaucoup penser à Call Me By Your Name, celui-là. Mais je trouve que c'est tellement juste un petit détail comme ça qui veut tellement dire sur le film, et j'ai beaucoup aimé ce genre de truc. Et après, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement cruel, parce que en fait il m'a tellement bouleversé, il m'a tellement fait ressentir des choses, des émotions qui sont parfois très dures. C'est la fin d'un moment de l'été, des vacances, d'un moment très agréable. Et Laurent Voulzy, si tu nous écoutes. Et quand j'ai commencé à représenter cette sensation de savoir que ça va bientôt se finir, que peut-être le meilleur moment est derrière nous, et comment on est vraiment pris dedans dans des souvenirs. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais ça m'a donné l'impression d'avoir ces souvenirs-là, et j'étais vraiment très 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 touché. Et comme Marie disait, la subtilité des choses, à quel point le développement est amené de manière si légère, si douce, si subtile et si jolie à la fois, alors que il y a quand même des choses tragiques qui se passent dans le film. Je trouve que c'était formidable à quel point on est là dans le film, et au début il y a des petits éléments qu'on voit et ça nous donne des impressions. Je vais pas trop en parler, mais par exemple à un moment donné il y a le père qui va chercher un masque qui est tombé sous l'eau, et moi je m'étais vraiment dit purée, il va se passer un truc, et du coup il ne s'est pas passé ce truc là,
Et j'ai eu d'autres sensations comme ça à quelques moments et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui imagine la chose ou pas ? Ouais, mais c'est tellement... C'est tout ce côté mystérieux qu'il y a dans le film aussi. L'ambiance sonore aide beaucoup à... Oui, il y a un vrai travail sur le son, je ne l'ai pas noté, mais... Et sur toujours un peu enchevêtré sur les séquences précédentes. Du coup, cette subtilité dans les choses, parce que aussi c'est le regard d'un enfant, et l'enfant voit certaines choses, mais avec des lunettes avec des verres roses, quoi. Donc il y a des choses plus dures qu'il comprend après, et du coup, c'est ce qui se passe un peu dans le film, et on voit vraiment cette vision innocente de l'enfant, et en même temps notre vue d'adulte, et c'est d'une cruauté de se retrouver là avec eux, et de comprendre comment les choses se passent, et de voir l'enfant qui est là, qui est tellement la sensation de ne pas être à sa place, et on est là avec, et on n'est pas à notre place non plus, mais moi ça m'a vraiment beaucoup bouleversé, et j'ai adoré ce film, j'ai passé un moment incroyable, et ça m'a beaucoup marqué. Okay. Très bien, bon en tout cas on recommande quand même dans la globalité de l'équipe, sauf un non-fan de Laurent Voulzy, du coup, Florent, qui ne... J'ai une image catastrophique dans cette émission. Astérix, pas si mal, Aftersun, ça va pas, c'est horrible. Toi, t'as préféré Astérix d'ailleurs, je crois. Non, clairement pas, non. Alors, sans jamais situer son époque, on peut comprendre quand même qu'Aftersun se déroule sûrement, peut-être dans les années 90, fin 90 en tout cas. Ouais. Quelques indices nous en donnent la preuve, notamment au niveau de la musique. Ce n'est donc pas pour rien que le personnage de Sophie entonne au cours d'un karaoké le Losing My Religion de R.E.M. Sorti en 1991. On se replonge donc dans ce titre pour notre première pause musicale. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, hint of the century. Consider this slip that brought me to my knees, pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. Thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion.
Merci DJ Julie de nous avoir lancé cette musique, puisque c'est Julie qui est passée un petit peu à la technique que vous pouvez retrouver en tant que chroniqueuse d'habitude. M. Night Shyamalan, l'homme derrière les chefs-d'œuvre After Earth, Avatar, Le Dernier Maître de l'Air et Les Navets, Sixième Sens, Incassable, est de retour avec son 15e film, Knock at the Cabin. Le film possède-t-il un twist plus renversant que celui de ma présentation du long métrage ? Réponse dès maintenant. Hi there. Can I talk to you for a little bit? You have to come inside right now. There were 4 of them. What did we say? You shouldn't make things up when we're talking about... Can you open the door, please? They're breaking in! I've got you, baby. We're not here to hurt you, but you have to stay here in the cabin with us. Families throughout history have been chosen to make this decision. Your family must choose to willingly sacrifice one of the 3 of you to prevent the apocalypse. We're not sacrificing anyone. For every no you give us, hundreds of thousands of people are going to die. It's really happening. Sweetheart, close your eyes. Will you make a choice? You have to somehow trust us. We're normal people just like you. It doesn't matter. None of us believe you. We will never choose anyone. When? I'm afraid the rule is that no one's allowed to leave until you choose. Do you really think it's all just a coincidence? I have to believe that! My son is gonna die. His name is Charlie. As a mother, I am begging you. You're the only one who can stop this. Andrew, I saw something. There was something in the light. And I feel it now. I'm taking my family and I'm leaving. If you fail to choose, the world will perish. We've been given the chance to decide the fate of everyone. Time's running out on the world. I'm scared. There is nothing more flawed and perfect in this world than our family. Please make a choice. Always together. Always together. I will ask for the last time. Will you make a choice? Donc le synopsis du film, tandis qu'ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par 4 étrangers armés qui leur imposent de faire un choix impossible. S'ils refusent, l'apocalypse est inéluctable. Quasiment coupés du monde, les parents de la jeune fille doivent assumer leur décision avant qu'il ne soit trop tard. Donc Knock at the Cabin, c'est l'adaptation du roman The Cabin at the End of the World de Paul J. Tremblay. Et on retrouve au casting Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Rupert Grint aussi, et bien sûr Night Shyamalan qui fait un petit caméo comme d'habitude. Marie, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce cru 2023 de Shyamalan, Alors moi Shyamalan, j'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu c'est soit j'adore, soit je déteste. Et là, bizarrement, il arrive à être au milieu. Ça c'est rare. Ouais. Je trouve qu'il a toujours des très bonnes idées, des très bons concepts, ou en tout cas il adapte des très bonnes histoires. Et celle-là dérange pas la rêve, je trouve que c'est une super idée et qui pourrait être mieux développée que ça. En fait, je trouve que le problème avec Shyamalan dernièrement, c'est qu'il fait il a des bonnes idées, il en fait des films assez cool, bien filmés, avec des bons acteurs. Je trouve que Dave Bautista est vraiment bon dedans et ça fait plaisir à voir. Il l'a engagé après l'avoir vu dans Blade Runner 2049 au tout début, et d'ailleurs je trouve que les personnages ont une similitude sur comment ils sont habillés, même les lunettes, tout ça. Là, on voit pas souvent comme ça Bautista. Vrai. Et là, je trouve que ce rôle-là lui va particulièrement bien. Et les autres acteurs sont aussi très bons. Bon, il y a Rupert Grint c'est toujours très cool de le voir. Les autres, j'ai oublié leur nom. Ron, voilà. Pour les intimes dans les Harry Potter. Voilà, c'est joliment filmé. Ou le roux pour les connards. Ça va pas. Le sans âme pour les encore pire. Oh là là. Même la petite, je trouve qu'elle est super. Alors que les enfants, c'est toujours assez compliqué. Ouais, c'est problème... Kristen Cui.
Voilà. Le seul souci chez Shyamalan, notamment ces dernières années, et non, ce n'est trouve, pas une blague d'Astérix et Obélix. c'est que son souci, c'est qu'il explique ses films à la fin. Et j'en ai marre qu'il fasse ça, parce qu'en fait on comprend ce qu'il veut dire. Ça sert à rien de faire un monologue à la fin qui explique ce qu'il a voulu dire tout le long du film. Ça, faut arrêter de nous prendre pour des cons en fait, parce que c'est juste extrêmement vexant, extrêmement énervant. Donc les petites répliques à la fin de c'est un peu comme ça en fait, ça se passe comme... Oui, bah, on a compris en fait, t'as fait 1h30 de film, effectivement on a compris. Donc c'est un film moyen pour moi, parce qu'il y a ce problème à la fin de j'explique tout ce que j'ai voulu vous montrer, qui n'était pas nécessaire. Et alors parce que ça appelle à notre culture, ça appelle à notre vécu, et en fait on n'a pas besoin qu'on nous explique mot à mot tout ce qu'on nous montre. Mais sinon je trouve que l'idée est assez sympa de base et c'est divertissant. Alors qu'il y a des trucs qui nous expliquent pas, où je trouve, je sais pas, les scènes de flashback, à quoi elles servent dans ce film. Bien sûr, oui, on a l'impression de voir une œuvre inaboutie et qui... C'est le mot, voilà. mais il reste quand même mieux que Old, hein, après les expérimentations cheloues qu'il y avait dans Old. Même au niveau de l'action, je trouve que Shyamalan il réussit là où il n'arrivait pas forcément d'habitude. Je repense à une scène de Glass, qui est un de mes films préférés du réalisateur, mais où il y a une séquence d'action entre James McAvoy et Bruce Willis et qui est un peu brouillonne encore, et là il en refait une un peu similaire et je trouve qu'elle est beaucoup mieux mise en scène. Mais la mise en scène en général d'ailleurs du film est assez cool, et notamment l'introduction et tout nous met direct dans l'ambiance. La scène d'intro elle est folle. Ouais. Florent, qu'est-ce que tu as pensé du 15e long métrage de Shyamalan? Je rejoins Marie sur le côté divertissant, parce que c'est ça qui m'a fait qui est le point fort et qui m'a fait le mettre assez haut dans mon classement. Il dure 1h45 en plus, ça se tient bien sur les 1h45, ça va, il n'y a pas trop de baisse de régime. Mais par contre, le scénario est assez insignifiant en termes de quand on voit Shyamalan sur l'affiche, quoi. Enfin, je veux dire, on a tellement un bagage, on a tellement vu, voilà, on a tellement été étonné par ces anciens films. Il a apporté même, je trouve, un style. Il a vraiment marqué le cinéma de son nom, quoi. Et là, c'est ça, c'est juste divertissant. Je trouve que le début, avec un peu ce home invasion, ça marche. On est dedans, même le premier dialogue, voilà, comme tu disais, on est dedans. Mais du coup, tout le reste, c'est vraiment plat, c'est vraiment très insignifiant, même la conclusion. Moi, la vraie question avec laquelle je ressors du film, c'est: qu'est-ce que tu as voulu me dire ? En fait, je ne comprends pas de quoi parle le film. C'est ça mon problème, c'est que je ne comprends pas de quoi parle le film. Mais je voulais mettre une mention spéciale quand même à Ben Aldridge, que je trouve incroyable dans le film. Vraiment, je trouve qu'il joue du coup un des deux. Voilà, j'ai pu Andrew, que je trouve un peu meilleur que le Jonathan Groff, mais qui est un peu desservi, je pense, par son personnage. Qui se blesse au début, Jonathan Groff. Mais voilà, Ben Aldridge, il a tout de suite été assez captivant. Donc, un mouet divertissant quoi, pour ce film. Je voulais rejoindre ton idée de bagage, mais c'est vrai que même le film, l'idée du film en soi est pas mauvaise, comme disait Marie. Je trouve que ça aurait presque pu tourner vers du Jordan Peele avec Us, tu vois, quelque chose d'un peu j'ai avec pensé du exactement suspense, à ça. avec de l'angoisse, et parfois il arrive à introduire cette angoisse dans certains plans, dans certaines scènes, mais c'est vrai que pour moi la fin elle est catastrophique. Ça retombe un peu comme un soufflet, effectivement. Oui, Tico, tu veux prendre la parole? Non, tu n'as pas le droit. Vas-y. Moi, j'ai assez bien aimé aussi, mais c'est rien de spécial. Je trouve le rythme est assez bien tenu. Le huis clos est réussi, et c'est difficile, je trouve, de réussir un huis clos. Les acteurs, ils sont cool. La bande originale, je l'ai trouvée un tout petit peu trop présente. Et je trouve qu'elle est pas si très marquante, et moi c'était un truc que j'aimais bien chez Shyamalan, c'était sa relation avant avec James Newton Howard, et ça faisait toujours des trucs de dingue, et maintenant c'est oubliable quoi. Et j'ai cru que le film allait tourner vers un espèce de 2012 avec tous ces trucs de catastrophe et tout, et heureusement que non du coup, parce que ça aurait été un peu chiant. En parlant des catastrophes, je trouve que les fléaux sont pas ouf non plus en tant que fléau, enfin ça va. Il y a quelques incohérences dans les personnages, mais certains personnages, mais c'est pas trop gênant, à part quand il y a une espèce de révélation sur le personnage de Rupert Grint, que je trouve que déjà... Puis c'est pas approfondi du coup, on nous le dit, mais ça apporte rien. Ça fait partie des flashbacks qui servent à rien, quoi. Le seul truc que ça apporte, c'est
peut-être que c'est comme ça, mais sauf qu'au final, en tous fait, les backgrounds en fait, tous les backgrounds, lui en particulier, parce qu'il nous menait sur une piste précise qui au final, c'était pas du tout ça, et du coup, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a ce truc-là précisément. Je trouve il servait à rien. C'est pour relancer un petit peu le suspense. Mais je pense qu'il avait sur plein le fait que tout est lié et tout. Je pense qu'il avait plein de moyens différents de faire ça, et ce truc-là précisément, je trouve, il apporte rien du tout, et même ça, au final, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il y a ça quoi? Mais il y a plein de trucs comme ça aussi, les plans sur la forêt, on dirait qu'il y a un truc mystérieux. L'homme, il y a aussi Ben Aldridge, il voit un homme dans le miroir ou on sait pas trop quoi. Là aussi jamais explicité, on peut supputer, mais bon, voilà. Il voit Dieu quoi, c'est ça. Oui, bah oui. Bon, super. Un mot à ajouter dessus Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est un bon divertissement, mais ça reste un mouet quoi. C'est ça, exactement. Il y a Gaël qui dit dans le chat aussi que l'image est trop cool, elle a vraiment du charme. On est assez d'accord là-dessus. Et puis si vous aimez toutes les fascinations de Shyamalan, c'est-à-dire des high concepts exacerbés, des visions, des prophéties, un couple avec quelques problèmes, des mystères et le jeu sur le hors-champ, vous allez être avec quelques problèmes. Voilà, des problèmes sympathiques comme la fin du monde, comme des dilemmes. Voilà, très sympa. Cette semaine, Guillaume Canet n'est pas le seul réalisateur à se donner le premier rôle de son film. C'est aussi le cas de Thomas Salvador, qui après Vincent n'a pas d'écaille en 2014 nous revient avec La Montagne. 1, 2, like a double click. Very easy, very simple. Bon, t'es sûr? Bah je résiste pas. Bah à mardi du coup. À mardi. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade. Du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure. Parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble. Vous êtes alpiniste? Oui. Vous êtes pas sûr? Si. Tu vas où? En fait, je vais assez loin. Salut Pierre, c'est Léa. Je voulais prendre de tes nouvelles. Il s'est passé quelque chose? Non, rien de spécial. Et donc La Montagne, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Pierre, ingénieur parisien qui se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s'installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa, découvre de mystérieuses lueurs. Donc Thomas Salvador joue le rôle de Pierre, mais Léa c'est Louise Bourgoin. Et on retrouve aussi Martine Chevalier, Laurent Poitrenaud, Andrénique Manet notamment. Donc film qui était à la quinzaine des réalisateurs et qui a eu le prix SACD, prix du jury aussi et de la critique à Gérardmer il y a quelques semaines. Florent, qu'est-ce que tu as pensé de La Montagne ? Alors c'est un film dont je savais rien et qui m'a assez fasciné parce que c'est presque un film anti-narratif. Enfin c'est presque... Il n'y a pas une forte ligne narrative qui guide le récit avec une vraie quête, etc. C'est vraiment... Il y a quand même une progression dans le... vers quoi, voilà. Et vers quoi va le film? Vers quel genre de film va le long métrage? Oui, mais ça, on ne le sait pas en commençant le film. Voilà. Et ça, c'est encore plus intéressant. Et moi, j'ai été fasciné. Je suis déjà dans la vie de tous les jours complètement fasciné par la montagne. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Dès que je peux apercevoir une montagne, dès que je peux regarder la montagne. C'est pour ça que tu habites en ville. Ouais, c'est mon... Dans le sud. Voilà, mais j'ai grandi dans le sud. Mais donc en fait, c'était une expérience assez forte de pas savoir dans quoi on s'embarquait et puis de se laisser guider comme ça, d'avancer. Moi, j'ai pas décroché du film, alors que pourtant, il pourrait peut-être être un peu hermétique parce que justement particulier, parce que
même si au fur et à mesure il y a des personnages quand même qui se détachent, il y a des petits éléments narratifs comme ça, et après ça part dans quelque chose dont on va pas révéler là maintenant, mais en fait c'est incroyable cette idée. J'ai pensé au réalisateur qui se met en scène dans cette quête-là. Je trouve que c'est un projet, un travail hyper intéressant de j'écris cette histoire, c'est moi qui la joue et je suis dans cette quête, dans cette découverte, dans cette recherche de soi, et je trouve ça hyper fascinant que Thomas Salvador se soit mis en scène dans cette histoire et dans ce rôle. Donc c'est un film assez singulier. C'était déjà lui qui avait le premier rôle dans son précédent long métrage aussi. Ben voilà, et je suis assez fasciné, j'ai hâte de voir ses prochains travaux parce que il a vraiment une place particulière. Il fait vraiment un film dont il a envie sans se dire il faut que absolument les gens viennent me voir. Il se dit je veux parler de ce qui m'anime presque. Et franchement, je le vois lui, quoi. Enfin, il a un côté ovni, un peu comme dans le cinéma français, Bertrand Mandico peut aussi en avoir un. Donc là, c'est moins poussé dans les décors, des trucs comme ça. Hein. Ça reste quand même plus terre à terre, mais c'est vrai que c'est dans ce style de cinéma d'auteur là français et qui penche un peu vers le genre aussi. Marie, tiens. Sur la montagne. Qu'est-ce que toi de la montagne? Toi, tu viens des Vosges, donc la montagne. Absolument, donc la montagne, ça me connaît pas du tout parce que c'est pas des vraies montagnes là-bas. Allez. C'est des belles montagnes. Mais donc oui, moi aussi, je suis attachée à la montagne comme toi, Florent, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est un film qui nous montre à quel point, enfin, qui nous prouve qu'on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour avoir des paysages magnifiques, parce qu'en fait, en France, c'est tout aussi magnifique. Les plans sont incroyables. C'est tourné à Chamonix. Et franchement, esthétiquement, c'est une vraie claque. Que ce soit les couchers de soleil, la neige, les pics, voilà, c'est juste incroyable. Effectivement, c'est de l'errance, mais c'est de la belle errance. On a envie de se perdre avec lui dans cette montagne. Moi, j'ai été époustouflée, fascinée par ce qu'il nous proposait. Je trouve que Louise Bourgoin est géniale dans le film. Et on ne sait pas trop où ça nous mène, mais en même temps, il y a un macaron Gérardmer, ne l'oublions pas. mais ça nous mène vers quelque chose de très beau. Et avec une réflexion très derrière subtile aussi, très subtile et très importante à l'heure actuelle. Et moi, très belle surprise et charmée par le film. Tico sur la montagne. Que la montagne est belle, on nous dit dans l'instant animation. Jean Ferrat. Jean Ferrat, si tu nous écoutes, non, c'est impossible pour toi. Je pense du coup être la personne ici qui a le moins aimé le film. Pourtant, je peux pas dire que j'ai pas aimé. D'ailleurs, j'avais vu l'affiche, je pensais que le film s'appelait Tout quitter pour pouvoir vivre. Oui, parce que c'est écrit aussi gros que la montagne, c'est écrit en petit. C'est écrit tellement gros, enfin voilà. Après, j'ai trouvé le film lent, mais du coup, ça m'a perdu. Je me suis un peu ennuyé, c'est dommage. Et je savais pas trop où est-ce qu'il voulait nous emmener. La montagne. Oui, mais quand il s'agit des lueurs dans la montagne, j'ai pas du tout compris qu'est-ce que c'est censé être. Et soit je suis totalement passé à côté, alors il faudrait que vous me dites ça. Je pense après. que c'est parce que si le film il te met sur un truc tellement terre à terre à la base que peut-être tu t'es dit, moi je me rappelle que je me suis dit c'est un truc qui existe vraiment ou quoi, genre voilà. Et après non mais je veux dire, je me suis dit c'est bizarre ce truc parce qu'au début tu sais pas si c'est voilà bon on spoil un peu, mais si c'est vraiment quelque chose d'actif ou je sais pas, voilà. Et donc voilà c'est ça, et donc après il faut essayer de lâcher prise quoi. Je pense que chacun a son interprétation après de ça, hein. Je pense qu'il laisse une liberté là-dessus aussi. Moi du coup toutes les interprétations que j'avais en 15 minutes ils me montraient que c'était pas du tout ça, donc franchement j'ai aucune idée, mais je serais curieux de savoir. Et un truc que j'ai bien aimé par contre, c'est comment l'immensité de la montagne et la solitude étaient représentées, parce que du coup on voit vraiment avec le film, avec les plans, avec le silence, à quel point c'est immense et que du coup il est tout seul dedans. Et ça m'a un peu fasciné parce que je suis pas habitué à ce genre de grand décor, et ça c'est le gros point positif du film selon moi. Moi, c'est justement ce qui m'a attiré, je pense, en fait, les décors. Je me suis dit que j'allais me prendre une claque esthétique et ça s'est pas raté. Je trouve qu'on est vachement bien emporté. Il a fait un très beau travail. Pareil, comme en fait le personnage découvre les choses, on les découvre au fur et à mesure avec lui. Et on passe presque d'un docu à du fantastique et j'ai trouvé ça génial. Et j'adore aussi le travail esthétique autour des lumières et tout. De toute façon, on va parler dans l'interview. Mais c'est vrai qu'il a fait un travail sur ce film qui, je trouve, est remarquable, quoi. Je trouve que la VFX sur les êtres humains est super bien faite. C'est pas
Ah bah attention, on peut sûrement. On en saura plus dans l'interview. Sûrement qu'on en parlera, voilà. Margot, t'as donc pu rencontrer Thomas Salvador en décembre dernier lors de son passage à Montpellier. Voilà. On vous laisse maintenant découvrir l'entretien qui en a découlé dans notre partie invitée. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonsoir Thomas Salvador, on est ravis de vous recevoir sur The Cinema Show ce soir. Super. Vous présentez La Montagne, votre prochain film qui sort en février. 1er février. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler en fait de la jeunesse du film, comment il est arrivé à vous finalement ce projet-là? Ah, c'est bien la formulation, comment il est arrivé à vous. Parce que c'est vraiment ce qui se passe pour les films que je fais. Les films arrivent à moi, je ne sais pas trop comment, ni pourquoi. En tout cas, j'ai un rapport particulier à la montagne. Quand j'étais adolescent, je voulais être cinéaste et guide haute montagne. J'ai fait beaucoup d'alpinisme entre 15 et 25 ans, puis j'ai arrêté jusqu'à refaire le film. Jusqu'à faire le film. Et j'avais depuis très longtemps l'image d'un personnage en montagne qui ne veut plus redescendre. Il y a une vingtaine d'années, j'avais cette image. Et puis j'avais même un projet de film qui ne s'est pas fait, pour plein de raisons, de montagne. Et après, j'ai fait mon premier long métrage, donc Vincent n'a pas d'écailles. Et après, je me suis dit, voilà, c'est le moment de faire mon film de montagne. Et c'est venu comme ça, sauf qu'adapté à l'âge que j'ai, vu que je joue dans mes films, à mes préoccupations du moment, voilà. Donc mais je ne sais jamais comment me viennent les idées. Vous venez de dire que vous jouez dans votre film. Moi, je voulais savoir un petit peu comment vous en êtes venu à vous dire c'est moi qui vais jouer ce rôle-là et pas quelqu'un d'autre. C'était une évidence dès le début Alors, c'était une évidence en 1997, quand j'ai écrit mon premier court-métrage et que je ne m'étais pas du tout posé la question de savoir qui allait jouer et que ça semblait évident à tout le monde qu'il fallait que ce soit moi qui joue. Et je me suis dit, oui, vous avez peut-être raison. Et depuis, je joue dans tous mes films, même si je ne me considère pas acteur. Alors les gens disent, t'exagères, t'as le rôle principal de 2 longs métrages, mais on me propose de temps en temps, et je refuse toujours, mais je le précise, à 50 ans, j'accepte. Si jamais des gens... et c'est-à-dire, là, je peux accepter des rôles. Et parce que je fais des films qui sont très proches de moi, et j'ai un rapport très matériel, très physique au monde. J'ai toujours besoin de faire des choses, de toucher des choses. J'éprouve vraiment le besoin de me confronter à ce dont il est question dans le film, avec le personnage. Donc c'était l'eau pour Vincent n'a pas d'écailles, là la montagne. Et je pense que je serais très malheureux d'avoir un acteur... j'aurais envie de lui prendre les piolets ou de plonger dans l'eau à sa place. Et j'ai besoin de vivre l'aventure aussi. Et puis il y a aussi une raison 100% objective qui est que je suis un réalisateur gentil. Et je fais donc des films difficiles. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal à forcer un acteur par exemple, sur Vincent n'a pas d'écailles, parfois je mettais 40 minutes avant d'arrêter de grelotter. Et je pense qu'un mec à Paris m'aurait dit « Ouais, super, j'adore ton film, ton cinéma, tout ça », mais au bout d'une semaine, il aurait arrêté. Et puis, il y avait que moi qui pouvait me dire « Il faut refaire une prise ». Et dans la montagne aussi, on a tourné longtemps, c'était très dur. Alors, c'est pas que pour ça, mais peut-être j'aurais trouvé un acteur qui aurait adoré, mais voilà. Enfin bref, longue réponse parce que je ne sais toujours pas exactement. On parlera des conditions après, mais c'est vrai que dans le générique, on voit que même si c'est un projet assez personnel, il y a aussi le nom de Naila Guigué qui est affiché à la coécriture. Est-ce que vous pouvez parler un peu du travail que vous avez fait ensemble? Comment elle vous a aidé en fait, sur un sujet si personnel? Eh ben, elle est super, Naila. Vincent n'a pas d'écailles, j'ai écrit tout seul avec un super collaborateur, mais j'ai vraiment écrit tout seul. Et là, je me suis dit, j'ai mis trop de temps. Et en fait, moi, je pars vraiment d'images. Voilà, dans Vincent n'a pas d'écailles, j'avais 10 situations qui sont dans le film, sauf une, mais je le ferai à regret, mais à un moment, on peut pas... Il faut que les films deviennent cohérents. Et la montagne, pareil, j'avais des repères comme ça. Et elle m'a aidé à ce qu'il y ait une histoire, à ce que ces repères... Enfin, elle m'a aidé à trouver quelle histoire se cachait derrière ces moments que j'avais envie de filmer. Moi, c'est vraiment ça. Je pars jamais d'une envie d'histoire.
Je pars de situations, de sensations que j'ai envie d'expérimenter, de filmer. Et voilà, et Naila m'a aidé à trouver l'histoire. La trame narrative. La trame narrative, le rapport avec les autres personnages aussi, tout ça. Ok. Et du coup, au niveau des repérages, ça a été une évidence. Les lieux de tournage directement, c'était Chamonix. Ah oui. Moi, j'y suis donc beaucoup allé. Et après, il y a des décors où j'étais jamais allé, mais j'avais une idée de ce que c'était. Et après, on a beaucoup improvisé parce qu'on a commencé le tournage, c'était la fin du 2e confinement. On n'était pas sûr que le décor principal du film, qui est l'Aiguille du Midi, rouvre. Et on n'était pas sûr que s'il rouvrait, ils allaient nous laisser y tourner, vu qu'il y a 1 million de passagers par an. Ouais. Et que, donc on s'est un peu lancé comme ça. Et ce qui fait que, par exemple, tout le décor de l'éboulement, quand on a commencé le tournage, il y avait 5 mètres de neige dessus. Donc on guettait à la longue vue de temps en temps, parce qu'il fallait qu'il y ait encore de la neige, mais pas trop, pour qu'on croie que... Enfin, je ne devrais pas trop dire, mais... voilà, donc on a beaucoup tourné, beaucoup découvert les décors en tournant. Ouais. Mais moi j'adore l'improvisation, donc c'était un peu stressant, mais ça me va aussi. Vous avez dû avoir quand même une préparation physique avant le tournage pour réapprendre peut-être un petit peu les fonctionnements Ah, j'aurais adoré. Ah oui. Mais je sais pas, je me débrouille toujours à faire les choses dans l'urgence. Et en fait, l'écriture est longue, le temps de financement aussi. Il y a un moment, quand on a l'occasion de tourner, c'est tout de suite, quoi. Enfin, ça va très vite. Donc, j'ai pas pu du tout m'entraîner et j'étais un peu flippé, mais je me suis surpris à mon âge d'être quand même en forme, parce que le tournage, on a tourné 50 jours, dans le froid, dans la neige, avec beaucoup de marge d'approche, on portait du matériel parce qu'on était peu nombreux, mais tout s'est bien passé. Justement, vous avez un petit peu parlé du financement. Est-ce que c'était un projet difficile à porter ? Comme vous parlez des conditions de tournage qui étaient un peu difficiles, est-ce que c'était difficile de convaincre aussi les personnes de vous suivre dans ce projet-là ou... Alors, un peu, moins que sur Vincent n'a pas d'écailles, parce que c'était mon premier long métrage. Et c'était un peu fou, parce que ça mélange, c'est un film d'auteur, il y a une dimension fantastique, ça fait un peu film super-héros, c'est un peu drôle, il y a un peu de l'action. Et tout le monde disait, oui, alors, mais c'est quoi ? Au juste, je disais, bah, c'est un peu tout ça. Et la chance, c'est que Vincent n'a pas d'écailles, ça s'est bien passé, la sortie, la presse. Et donc, nouveau projet fou, je pense que des gens se sont dit, bon, il est quand même capable de faire des trucs, de les mener à bien. Et puis, je pense qu'aussi, il y a eu le confinement, l'envie d'évasion, je ne sais pas, on a quand même fini, alors on n'a pas un gros budget, et puis il aurait fallu avoir 3 fois le budget parce que c'est un film de haute montagne et fantastique, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de... Mais on y arrive. Et en plus de l'improvisation, il y a eu beaucoup d'imprévus qui ont compliqué le tournage, ou il s'est fait quand même assez... On a eu beaucoup de chance. Il y a eu un bon alignement de planètes. Parce qu'on n'a pas eu de Covid dans l'équipe, personne ne s'est blessé. Pas des mouvements en plein tournage. Si, parce que ça tombe tout le temps maintenant. Il y a un décor où on n'était pas... Voilà, on a tourné le plus vite possible. Maintenant, l'été, parce qu'on a tourné mai, juin, juillet. Et à partir de juin, ça tombe toute la journée. Toute la journée, il y a des blocs de la taille de voitures, de cars, de frigos, voire de pavillons qui tombent. C'est terrible. Mais non, on a... Et aussi pour l'entraînement, je voulais réapprendre avec le personnage aussi. Donc le personnage de Pierre, il démarre à 0. Alors moi, c'était pas tout à fait mon cas. Mais voilà, je voulais pas être trop entraîné pour qu'on sente aussi la maladresse du débutant, quoi. Peut-être qu'on se sente aussi plus proche de lui. Exactement. Par la même Parce occasion. Que c'est la chose la plus importante, c'est qu'on se sente proche d'un personnage. C'est ça la mise en scène. Il y a ce côté très réaliste, mais il y a aussi ce côté un petit peu fantastique. Pareil, il est arrivé comment finalement ? Est-ce que c'est des contes qui vous ont inspiré, ces lueurs qui traînent et tout ça, ou c'est venu comment cette part de fantastique ? C'est venu comme ça. Alors c'est marrant parce que je dis souvent, je fais beaucoup de choses à l'instinct. Quand j'écris, je ne sais pas trop ce que je fais, mais je sens que je dois le faire. Et là, j'ai fait pas mal de rencontres avec le public. Et tout le monde me dit, alors, je suis sûr que vous avez lu ce conte
africain, je dis non. Mais alors, dans la mythologie grecque, non. Alors, parfois, je dis oui, quand on parle du film Abyss, par exemple, ou de Miyazaki. Je dis oui, là, je comprends. Mais c'est pas du tout conscient. Cas, ouais. Mais j'ai su très vite que le personnage ferait la rencontre avec quelque chose d'autre, quoi, avec un A majuscule. Et puis voilà, je les ai imaginés. Après, je me suis dit, tiens, comment on pourrait faire ça ? Et puis après, j'ai vu que mon idée visuelle, ça ressemblait à de la lave. Et je me suis dit, il doit y avoir une logique dans tout ça, vu que le granit, c'est de la roche volcanique. Et puis ça s'est mêlé au sujet du personnage qui disparaît un petit peu de l'humanité, de la civilisation, qui va loin, qui se redécompose pour mieux se recomposer. Et puis nous, on a du minéral en nous. Enfin voilà, les choses se font de manière, je l'espère, naturelle. Mais voilà. Dans les scènes d'apogée fantastique, il y a vraiment une vraie plasticité. Enfin, on sent vraiment le travail technique, je trouve, dans ces lueurs bleues, etc. Comment ça vous est venu en tête, ces images-là précises de plasticité, vraiment, où on sent... on voit l'image et presque on peut la voir numérique, quoi. Comment ça, voir numérique ? Parce que la lumière bleue est tellement forte qu'on sent vraiment une plasticité, je trouve. On sent la matérialité de l'image. La matérialité, c'est pas le numérique, alors c'est pas la même chose. Il y a quelque chose d'électrique, je trouve, dans l'image. J'ai eu des idées d'images, et en même temps, moi, c'est toujours lié à comment on fait les choses. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir une image, en même temps que j'ai l'idée de l'image, j'ai l'idée de comment on va faire les choses. Jamais dans un film, j'ai écrit quelque chose que je ne sens pas, que je vais pouvoir faire. Et donc, j'ai une idée de comment faire, parce que dans toute cette partie, il y a 0 numérique. C'est tout fait au tournage. Toute la partie dans la glace, tout ça. Et donc, c'est fait de manière très artisanale. On a tourné dans une salle des fêtes. Et il ne faut pas trop spoiler, mais voilà, je suis recouvert de paillettes, suspendu. Et on filme à travers des blocs de glace qu'on texture un peu pour avoir une image comme ça. Et on rajoute aussi des grilles. Enfin, on a essayé des choses vraiment très artisanales, des filtres, pour créer une diffraction qui fasse un peu électrique, des compositions qui fassent cet effet-là. Mais on était 8 personnes dans une salle des fêtes à faire ces images, de manière à l'ancienne, comme on dit, mais il n'y a pas de 3D. C'est assez époustouflant, en tout cas. Et je voulais savoir un petit peu comment vous avez géré l'équilibre entre du coup des scènes plus atmosphériques ou de contemplation et celles d'action. Est-ce que c'était très scénarisé, très découpé dès le départ ou... Non, j'ai su que Vincent n'a pas des cas, c'était très découpé, très, très pensé, la mise en scène, beaucoup de plans séquences. Et là, je le sentais pas, parce que déjà, j'ai pas fait de repérage dans la plupart des décors. Et je pense qu'inconsciemment, j'avais envie aussi, en tant que metteur en scène, de partir à l'aventure. Et on en a pas mal parlé avec le chef-op, qui était d'accord. Moi, j'avais peur que ça ne matche pas l'épaule côté documentaire, parce que la plupart des seconds rôles dans le film sont des non-acteurs. Il y a un guide de haute montagne que j'adore, qui est un super alpiniste, mais il n'a toujours pas vu le film. Je pense qu'il va halluciner de voir qu'il est 6 minutes dans un long métrage. Et donc là, on est à l'épaule, c'est improvisé, il y avait une trame. Évidemment, les parties fantastiques, c'est plus découpé, parce que sinon ça coûte trop cher, il faut savoir ce qu'on fait. Et on voulait même faire des essais, de passer de plans fixes, scénarisés. Et puis moi, j'adore découvrir aussi. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut avoir confiance dans le film, et on verra bien au montage ce que ça produit, quoi. Et je pense que ça se passe bien. Voilà, il y a des plans très fixes, très, très composés. Puis il y a des moments où l'image n'est pas magnifique parce qu'on fait un peu à l'arrache, on chope un truc. Mais tout ça, ça donne aussi du ciment un petit peu au film, l'aspect documentaire, l'aspect sur le vif. Ça renforce et ça fait advenir le fantastique de manière plus fondue, quoi, plus naturelle aussi. Et vous avez travaillé sur la musique avec Chloé Thévenin, et je voulais savoir si la musique elle est arrivée après, genre en post-production, ou c'était quelque chose qui était déjà présent dans l'écriture ou... Complètement en post-production. J'ai rencontré, alors que le montage était déjà commencé. Ouais. Okay. Ouais. Et votre travail, il s'est fait comment ? Vous lui donniez des idées ? On a beaucoup parlé, et puis elle voyait les séquences sur lesquelles elle a regardé le film, bien sûr.
On a regardé ensemble les séquences, je lui ai dit ce que je cherchais, puis très vite, elle a fait des maquettes. On faisait des échanges, puis très vite, je suis aussi allé dans son studio, en fait. Elle fait pas ça souvent, je pense que ça doit être horrible pour un compositeur, mais elle a senti qu'on pouvait le faire. Donc je suis pas mal allé, elle me faisait écouter des trucs, puis moi, vous voyez, je parlais avec les mains, j'étais debout, je disais là, voilà, on a collaboré aussi de manière un peu organique comme ça, et même, parfois elle a senti je faisais sentir des choses de ce que je ressentais, mais avec des gestes, en me mettant debout, je sais pas. Elle a bien compris l'ambiance du film, en tout cas, je pense que ça se fond très bien. Bon, bah, tant mieux. On va peut-être terminer avec la dernière question, qui est la question traditionnelle de The Cinema Show. On demande à chaque fois à nos invités quel a été le dernier film ou la dernière série coup de cœur que vous avez eu et que vous pourriez recommander à nos auditeurs et spectateurs. Alors, comme je tourne beaucoup en ce moment avec mon film, je vois beaucoup moins de films qu'avant, que d'habitude. Ça peut être même chez vous. Je sais pas, moi, il y a le film de Christian Mungiu, RMN, que je trouve magnifique. Et j'adore les films qui sont très différents de ce que je fais. Parfois, on me dit « Ah, bah, tu vas voir, c'est un film un peu bizarre, fantastique. » Je dis « C'est quoi ce truc? On s'emmerde, tout ça. » Et j'adore, moi, les cinéastes qui m'amènent vraiment ailleurs. Donc voilà, il y a... Peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais il y a ce film qui vient, c'est un cinéaste que j'adore. Et les séries, je regarde très peu. Et puis j'ai vu un film de 1999 qui s'appelle But I'm a Cheerleader. C'est un film culte génial que j'ai vu dans un festival et qui est complètement réjouissant. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ces recommandations. On souhaite une très bonne sortie à votre film du coup, qui sortira le 1er février. Il sera sorti au moment où l'émission sera diffusée. Ok. Et merci encore d'avoir répondu à nos questions. Ben, de rien, merci à vous. Merci donc Margot pour cette très chouette interview et merci aussi à Antoine et Gauthier qui nous avaient aidés à la réaliser. Vous avez raté le début de l'émission, pas de souci, les tops sont là pour vous résumer nos débats en un seul classement. Alors Margot, ton top 1 de la semaine. After Sun. Florent. La montagne. Marie. After Sun. Tico. After Sun. Et moi aussi, ça sera After Sun. Vous avez pas vu d'autres films cette semaine, non? J'avais vu La famille Asada. Mais c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Voilà, bon, on va te faire. C'est très bien quand même. Non, ok, merci, au revoir. Troisième de la semaine, Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Deuxième, La montagne de Thomas Salvador. Et sans trop de surprise, donc premier, Astérix et Obélix. Trop drôle ce mec. Premier After Sun de Charlotte Wells. Il est 20h09, bientôt 20h10. Il est l'heure de quoi? Il est l'heure du quiz. Et maintenant, c'est le quiz de Marie. Sponsorisé par Wibisnap, aliment pour animaux de compagnie. Aimez-vous les chiens comme je les aime? Beaucoup de mes amis sont des chiens. C'est pourquoi ils mangent de la pâtée Wibisnaps. Pour le petit déjeuner, le dîner et le souper, Wibisnaps, vous serez un gagnant-gagnant. Bonsoir Marie. Et voilà, on va petite surprise Marie pour toi. Ça fait 1 mois que je l'ai dans mon stock et j'ai oublié toutes les semaines. Je suis ravie d'être sponsorisée par Wibisnap du coup. C'était 2 plus grands fans, Véro et Dame qui t'ont fait ça. Voilà. J'adore, merci Incroyable. beaucoup. Merci franchement, à eux. On reverra plus tard pour les jeux de mots. Oh là là, non j'adore. En plus ils ont cerné ma personnalité, j'adore les animaux et notamment les chats et les chiens. Marie, c'est à toi. Non mais là je peux pas reprendre mes esprits là, c'est trop dur. Dame, il dit désolé. Non, faut pas s'excuser, c'était incroyable. J'adore. Ce soir, nous avons à ma gauche l'équipe de Simon, accompagnée de Tico, et à ma droite l'équipe de Florent, accompagnée de Margot. La première question, vous la connaissez, il vous faut deviner le titre du quiz. Nous on a dit quizette de cabine. Ok. Knock at the quiz. Premier point pour l'équipe de Florent, c'était Knock at the quiz. La bossée. Bravo à vous. Ouais. Écoute, voilà. Bon. Première question de ce quiz musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Ça va être du Shyamalan. Glace. Non. Sixième sens. Incassable. Non. Old. Non. Attends, ça me dit quelque chose ça. Village. Non.
Signe. Split. J'ai l'impression que vous faites exprès, quoi. C'est tout sauf Split. Oui, c'est tout à fait ça. Premier point pour l'équipe de Simon. On passe au En or ou en bois. Première info. George Clooney réalisera le remake américain du Bureau des légendes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça se fait des signes sous la table et tout là. J'en ai pas entendu parler, mais. Pas du tout. On dit quoi? En bois? George Clooney qui réalise ça? Ouais. Ça serait possible, il a pas fait de trucs depuis longtemps, mais. Je sais pas, il a réalisé des films? Oui, plein. Donc tu veux dire en or? Tico qui atterrit sur Terre. Tu avais dit bois de base? Ouais, allez, en bois, mais je. C'est en or, hein. Effectivement, c'est vrai, ce sera centré sur la CIA, évidemment, et ce sera rebaptisé The Department. 2 points pour l'équipe de Florent. Deuxième info, les créateurs de Rick et Morty, Justin Roiland et Dan Harmon, se font la gueule depuis des années. Ah merde. J'ai des choses à Rick et Morty, il y avait des problèmes en plus sur ça là, la semaine dernière. Ça devient un fil rouge dans le quiz, cette série. Aucune idée. Peut-être c'est une connerie, hein. Ça se trouve c'est faux. Je pense pas. Vas-y, en bois. Ouais, on dit en bois. Ah non, c'est vrai, hein. Personne ne sait exactement pourquoi, et un médiateur a même été introduit sur la production de la série parce qu'ils ne se parlent plus du tout. Ils font passer des messages par un médiateur. Mais peut-être hein, que c'est en lien avec les accusations de violence conjugale de Justin Roiland. Peut-être. Il faut pas tout mélanger, madame. Il faut pas tout mélanger. S'il vous plaît. C'est un nouveau personnage. J'adore. Madame. C'est honteux. Troisième et dernière info. L'affiche des Césars 2023 est tombée. Elle représente une œuvre de Pierre Soulages avec un dégradé de noir sur un écran de cinéma. Je l'ai pas vu. Alors, j'aimerais dire que oui, quand même. En or, alors on tente. Allez, en or. Mais pourquoi ça serait Pierre Soulages en plus? C'est mort cette année là, non? Ah non, c'est. Ouais, ce que j'allais dire. Je l'ai vu en fait, l'affiche. Et bah, vous me dites quoi? On dit en bois. On dit mon choix de base. Ah non, du coup, oui. Ah, vous aviez dit en or au début? Non, pas du tout. Ah si, on n'a pas dit ça. On n'a pas validé la réponse. T'avais qu'à pas donner la réponse avant que. En plus, je l'ai vu. Ils ont tous les deux dit en or. On a aucune mauvaise foi. C'est vrai. Madame, ils ont dit pas tout mélanger. Alors, c'est en bois. Tout à fait, Margot. Pourquoi? Marion Cotillard, Danette. Tout à fait, tu as raison. Ça fait un point pour l'équipe de Florent. Danette, elles sont au chocolat. Pierre Soulages, le noir. Et bon voilà. Tout le monde se lève. Alors, de toute façon, qui a dit? Il s'agit de mon véritable visage à cet âge. Ils ont ce programme d'intelligence artificielle. Oui, Harrison Ford qui veut rassurer sur la scène d'intro du Indiana Jones 5 qui va sortir parce qu'en abandonnant on le voit rajeuni et il dit que c'est formidable cette technologie, qu'il est ravi de voir son visage morphinglisé comme ça. Ce qui fait 2 points pour l'équipe de Simon. Attends, on en a pas 3 en tout? Non, 3 pour l'équipe de Margot. Il faut pas tout mélanger, madame. On arrive à la Sherlock Holmes qui, je le rappelle, vaut 3 points. Le crime étant le suivant. Je veux faire interdire le film pornographique dans lequel je suis Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, absolument. Alors, il faut tout mélanger, madame. J'ai pas tout bien compris à son histoire parce qu'il est mis en scène et en même temps il veut le faire interdire parce qu'il pense que c'est diffamatoire. Michel Houellebecq, quoi. Bon, renseignez-vous sur l'histoire. En tout cas, il est mis en scène dans un film porno et il est pas content. Érotique, on va dire. Oh bah il dit porno quand même, hein, voilà. J'ai pas vu le film, mais bon, voilà. Je me suis très bien renseigné. Oui, ça vaut 3 points. Oui, Ali, tout à fait. L'équipe de Simon passe à 5. On arrive à un quiz spécial. Les acteurs qui ont interprété Astérix. Donc, nous regroupons les filmographies de Christian Clavier, Clovis Cornillac, Édouard Baird et Guillaume Canet. Et pas Roger Carrel. Non, c'est pas très varié. La première question est la suivante, là. Qui c'est celui-là? Si je vous dis Marius Lacaille. Brice de Nice. Brice de Nice, absolument. Le personnage de Clovis Cornillac qui n'a qu'un seul orteil à chaque pied. Simon, vous passez à 6. Une réplique à un film. Attention, dans quel film peut-on entendre cette réplique? Oui, et ben là, moi, j'ai des trucs à faire. Mais reste là, tu fais quoi? Je travaille. Mais tu fais quoi? Je travaille. Tout le monde travaille, moi voilà, aussi je travaille. donc si on veut pointer... Ah, et la tour de Montparnasse, c'est infernal. Non, mais tu as le bon duo. Ton règlement, là, on est que 2, tu vois bien. On est seul Dalton, ton règlement. On n'est pas seul tout. 0. Seul tout, absolument, dans lequel apparaît Édouard Baird. Vous passez à 7, l'équipe de Simon. On passe au résumé raté, je commence. Cette période des fêtes 2022 a été marquée par un match légendaire. En effet, les Qataris ont voulu copier l'histoire de ce film. Il y a fort longtemps, quand les parents de Michel Serrault étaient encore prépubères, la France était fâchée et envoyait ses enfants faire du hand contre les Allemands. Audebert, joueur de hand médiocre, soutenu par son coiffeur Danny Boone, invente alors le discours des Miss France de l'époque. Ne faites pas du hand, faites plutôt du foot.
Une phrase qui sera modifiée par l'histoire. Joyeux Noël. Non, mais là... Avec Guillaume Canet. Là, c'est scandaleux. Donc, pendant la première ou la seconde Première Guerre mondiale, où les deux camps font une trêve à Noël et jouent au foot. Ça, c'est parce que vous n'avez pas voulu nous laisser les points tout à l'heure. Vous donc jouez, je suis remonté. on a passé à 8 l'équipe de Simon. Ça va bien se passer peut-être avec la question suivante. Le jeu des synonymes. J'ai remplacé tous les mots par des synonymes. Si je vous dis du coup, une investigation sur l'île de Beauté. L'enquête corse. L'enquête corse, absolument, avec Christian Clavier. Je suis fort. Mais oui, on va passer à 9 chez Simon. Merci le Québec. Si je vous dis les petits pieds du bonheur. Happy Feet. Absolument, Happy Feet. Allez, pourquoi? Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Clovis Cornillac qui double le personnage de Mumble. Vous passez à 10, l'équipe de Simon. Dame, il nous dit il ne faut pas mélanger les points, madame. On arrive au sacré film. Je vais vous donner à chaque équipe une liste de films. Il faudra me dire si oui ou non ils ont été réalisés par un comédien qui a joué Astérix. Donc les 4 que je vous ai cités au début. Edouard Baird, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Guillaume Canet. Vous avez un point de plus si vous trouvez le réalisateur du film quand c'est pas un de ces 4-là. Ok. Je commence par l'équipe de Simon. Tico, je commence avec toi. Japlou. Oui. Non. Désolé. Simon, Ouvert la nuit. Oui. Absolument. Edouard Baird. Oui, mais là t'as pas de point parce que c'était. Voilà. Tico, on ne choisit pas sa famille. Oui. Effectivement, c'est Christian Clavier. Simon, c'est magnifique. Hein le film, c'est le titre, c'est magnifique. Oui. Effectivement. C'est Clovis Cornillac. Clovis Cornillac. 13 points. Margot. Radio Star. Non. Non. Effectivement, c'est qui? Ah oui. Je sais pas. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Romain Lévy. Florent, Adieu Paris. Oui. Effectivement, Édouard Baird. Margot, Mon garçon. Non. Non, d'accord, c'est fait par qui? Je crois que je vois qui c'est, mais je saurais pas te dire son nom. Christian Carillon. Je l'ai interviewé en plus il y a une semaine. Florent, à bras ouverts. C'est une grosse merde alors. T'as pas fait ton travail. Non, et c'est qui? C'est Philippe de Chevron. Absolument. Vous passez à 8 chez Florent. Philippe de Chevron, Je l'ai. Donc on est à 13 chez l'équipe de Simon et à 8 chez l'équipe de Florent. On passe au pas tourné, la question étant la suivante. Lequel de ces groupes de musique ou chanteurs n'a pas joué aux côtés d'Astérix dans les films live? Superbus, Bébé Brune, Danny Briand, Francis Lalanne ou M. Mathieu Chédid? J'ai la réponse. Bah vas-y. Wow. Ouais. Moi, j'ai la réponse. Butterfly, butterfly, butterfly. Alors, partons dans le sens inverse. Mathieu Chédid, effectivement, c'était dans le dernier film L'Empire du Milieu. Ouais. Francis Lalanne dans les Jeux Olympiques, il joue Francis Lalanix. Danny Briand aussi. Danny Briand dans les Jeux Olympiques, il joue le rôle du goûteur. Bébé Brune, c'était dans Au service de Sa Majesté, le groupe de Bard. Effectivement, Superbus. Et Raphaël a marqué, malgré ce nom romain. Il est dirigé par la fille de Chantal Gobi. Superbus n'est pas dans un Astérix. Vous passez à 9 chez Florent et à 14 Francis chez Lalanne Simon. m'a déjà insulté. Bah alors là, on va savoir l'histoire. C'est là, terrible. c'est encore dans l'émission spéciale sur Tico. Et je pense qu'il en faut juste anecdote. Tu nous raconteras en off, Tico. Il faudra vraiment qu'on en ait une. On passe au casting 5 étoiles. Si je vous dis Bastien Bouillon, Manu Payette, Isabelle Nanty, Géraldine Nakache, Alexandra Lamy, Sandrine Kiberlin, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Jean Dujardin. Les infidèles. Absolument, les infidèles. Bien joué, je voyais l'affiche, Vous passez à 10 chez Florent. Musique de film, attention. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Oh, je connais ça. C'est Les Bronzés 3. Absolument. Ouais. Les Bronzes étoiles avec Christian Clavier. Zucchero. C'est Zucchero, absolument. Zucchero a fait gagner un point Florent ce Vous soir. passez à 11 chez Florent. C'est une belle histoire. Simon, tu es en tête. Ouais. Alors, je le rappelle, 11 chez Florent. Voilà, je préfère le préciser. Et 14 pour nous, c'est ça hein. Et 14 pour vous, 11 pour Florent, du coup. et 11, hein. 11 chez Florent. 11 Ali. Ali. 11 pour Florent. C'est pour la vidéo qu'on dit ça, bien sûr. Voilà, évidemment, on n'est pas fou, voilà. on n'est pas fou un peu, mais on n'est pas fou pour ça. Simon, tu as le choix entre deux thèmes. Combien de voix ou combien au banquet? Combien de voix ou combien au banquet? Désolé. Combien de voix? Très bien. Lequel de ces acteurs a fait le plus de doublages, tout genre confondu? Édouard Baird, Christian Clavier, Guillaume Canet ou Clovis Cornillac? Aïe aïe aïe. C'est dur. Édouard Baird, Christian Clavier. Je l'ai redit, Guillaume Canet. Oui, alors que Clovis vraiment, Cornillac. bon, les 4 ans, C'est les mêmes. Pas Guillaume Canet,
pas Edouard Baird. Christian Clavier, il en a quelques-uns, mais je suis pas sûr que ça soit plus. Bah, il a les Astérix, le dernier là. Que dans des films, hein. Tout genre confondu. Tout genre confondu, c'est-à-dire... Film d'animation, film documentaire, jeux vidéo. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça change tout. Ça change tout. Parce que Edouard Baird, il a fait beaucoup de voix off. Est-ce que c'est du doublage? Ah bah alors c'est compté dedans. Eh oui. Bah non, mais je vais partir du principe que Clovis Cornillac il a fait Happy Feet, donc il y a plusieurs épisodes, donc Clovis Cornillac. Je note. Florent, tu as donc la question combien au banquet? Oui. Lequel de ces acteurs a connu le meilleur démarrage en une semaine pour un film Astérix? L'Astérix de Clavier dans Astérix Obélix contre César, l'Astérix de Cornillac dans Aux Jeux Olympiques, l'Astérix de Canet dans l'Empire du Milieu ou l'Astérix de Baird dans Au service de Sa Majesté. Donc il y a juste Clavier, on se concentre sur Contre César et pas Mission Cléopâtre. Ok, sans trop d'hésitation. Donc meilleur démarrage en une semaine. Je vais dire celui de Canet dans l'Empire du Milieu. Très bien, Simon. Je pense pas. Edouard Baird, il a fait 6 œuvres différentes de doublage. Ah ouais. Christian Clavier, seulement 2, dont le dernier Astérix de Astier. Ouais. Canet, il en a fait 7. Ah ouais. Et Cornillac, seulement 5. Bah ouais. Je suis désolée. Parce que Canet, il a aussi un jeu vidéo. C'est ce que j'avais pas envie de mettre. Il a fait un jeu vidéo? Il a fait quoi? Je pourrais plus te dire, mais tu regardes. Ça m'intrigue. Il a fait un petit call-off. Il a fait un call-off en général. Vous passez à 10 chez Simon. Florent, tu m'as dit donc Canet et l'Empire du Milieu. Ouais. Déjà, Clavier pour Contre César, c'était 2 millions et quelques d'entrées. Bah, c'est plus déjà. Hein. Sur une semaine, hein. Ouais. Voilà. Celui de Canet, 1 300 000 et quelques. Baird, c'est pas 1 800 000 En tout cas, ce sera jamais autant que celui de Clovis Cornillac dans les Jeux Olympiques. Il y a 3 7811 entrées la première semaine. Je suis désolée, vous perdez également 4 points et vous arrivez à 7. Je sais pas comment ils avaient arnaqué tout le monde, mais ils avaient réussi. L'histoire de l'équipe de Simon et Tico. On n'était pas loin. Et bah décidément, Margot t'a pas aidé à regagner, Florent. Voilà, c'est dit. Merci Marie et Raphaël pour ce Merci ce Madame quiz. Véro. Sans transition, passons tout de suite à la dernière partie de l'émission, les recos de l'équipe. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma, un petit tour de table et on commence tout par toi Tico aujourd'hui. Oui. Tu nous parles de quoi? Moi je vous parle de l'album Songs de Adrian Lenker qui est sorti en 2020 et j'adore cet album. Pour moi Adrian Lenker c'est la meilleure parolière qui existe, voilà, je vais dire ça comme ça clairement. C'est d'une douceur, d'une intimité, ça rayonne de chaleur, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de subtilité. Et je l'ai mis cette semaine parce que dans les émotions, la subtilité, la chaleur et tout, ça me fait beaucoup penser à Aftersun du coup. Astérix et Obélix. Marie, toi, quel est ton événement? Alors j'espère que tu as compté ça encore une fois dans tes heures de travail. Et non, malheureusement, ma recommandation c'est la soirée de clôture de l'exposition Mutant Psychose qui aura lieu demain à la BU de Paul Valéry, la BU Ramon Lull. Ça fait 2 mois que je me fais des ulcères tous les jours pour préparer cette soirée, donc venez nombreux et nombreuses. Il y aura des projections de films étudiants, il y aura des visites animées des magasins avec des rôles incroyables joués par mes collègues bibliothécaires. Il y aura mon premier film que j'ai réalisé dans le cadre de la promo d'Atrium qui sera projeté et plein d'autres surprises. Et un buffet. Donc vous pouvez venir nombreux et nombreuses, nous serons ravis de vous accueillir. Très bien, merci Marie. C'est à 19h30. Voilà, c'est dit. Florent, de quoi tu nous parles toi ce soir? Moi je vais vous parler d'un spectacle, celui de Haroun, son dernier spectacle. Vite fait. Je sais pas, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit ça là. C'est vrai, mais je comprends toujours pas. Pas autour de la table. Vraiment toujours pas autour de la table. Donc son dernier spectacle qui s'appelle Seul. En général, je suis assez difficile en termes de. C'est Seul au pluriel. Donc je suis assez difficile en termes d'humoriste. Enfin, pas tous me font rire, mais celui-là c'est un spectacle que j'ai eu la chance de voir, qui est vraiment très intelligent, même on rit beaucoup, mais même en sortant de la salle on
on continue à réfléchir sur ce qu'il a apporté, parce que voilà, c'est pas juste, vous avez remarqué que quand on vide les assiettes dans du lave-vaisselle, il reste des trucs parfois. Ça va plus loin que ça, c'est vraiment très intelligent, très drôle, donc voilà, peut-être ça risque de sortir soit sur YouTube, soit sur Netflix quand la tournée sera terminée, donc je vous encourage à aller le voir. Dame nous dit, ah oui, la moumoute sur la tête comme Simon, oui. Voilà. Margot, tu nous parles de quoi? J'en profite juste pour dire que celui d'Edith Barber est super cool aussi de spectacle, voilà, comme on parlait de lui tout à l'heure. Ouais, toi tu mélanges tous les humoristes, tu les mélanges, hein. Et ben il ne faut pas mélanger les choses, madame. Mais ma recommandation c'est autre chose, c'est le nouveau podcast de Alfie, que j'embrasse s'il nous écoute, qui s'appelle Génie, et en fait qui est une discussion un petit peu à cœur ouvert entre deux amis, et du coup ce qui est cool c'est que comme ces deux amis, il y a quelque chose de très chaleureux, on a vraiment envie de parler avec eux. Je trouvais ça presque frustrant parfois de ne pas pouvoir interagir. Et voilà, ça parle de vie quotidienne, de parcours, de passion, de cinéma. Voilà, on se pose pendant une petite heure avec à côté de ces charmantes personnes, et c'est passionnant. Moi je me suis régalée. Il faut passer sur Twitch alors, Alfie. Voilà. Bah oui. Comme ça tu pourras parler, Margot. Moi je vais finir avec ce que je faisais très bien d'habitude, et un peu comme Tico du coup, un album, hein, ça faisait longtemps, celui de Spider-Z qui est sorti en janvier et qui s'appelle Club de Cœur. C'est un mélange entre rap j'ai failli dire, entre rap et pop à la française, hein, comme dirait Gagou. Les instrus sont bonnes et les textes très bons, en tout cas on se reconnaît en tant qu'homme de 27 ans, et je vous engage à aller foncer découvrir cet album qui est vraiment un petit bijou. Merci du conseil. Il est temps de conclure avec le générique de fin de cette émission. Merci Margot, merci Marie, merci Tico et merci Florent d'avoir été en ma compagnie ce soir. On remercie aussi la régie, donc Yanis, mais aussi un peu Julie qui a fait sa première là comme ça, surprise, et ainsi qu'à la vidéo ce soir, donc Ali de Drancy. Elle est saoulée là. Également Gauthier et Antoine qui étaient en ma compagnie pour enregistrer l'entretien de Thomas Salvador. Remercions d'ailleurs Thomas Salvador de nous avoir accordé un peu de temps pour parler de la montagne. Remercions également aussi le cinéma Diagonale, sans qui nous ne pourrions organiser de telles rencontres. Si l'émission vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. Non, je déconne. Et sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, vous retrouvez les replays des émissions. La semaine prochaine, 3 films seront au programme d'une émission animée par Florent, Alibi.com 2 de Philippe Lachaud, La Grande Magie de Noémie Lovski et Aimait-il de Chinonnier Choukou. Pour le moment, on se quitte en musique avec un titre issu de ma recommandation de la semaine, Spider-Man. Je me loupe. Spider-Z et son morceau Enfant Star. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, et c'est encore un peu maintenant. Je suis pas triste, mais si c'est ça, être heureux c'est un peu décevant. C'est pas toi en particulier, je méprise tout le monde concrètement. Mes potes me disent tout ce que je veux pas entendre. Je vais traîner avec des gens qui me détestent. Ça nous fera déjà un truc en commun, je pourrais m'autodétruire en paix. Mon cerveau rejette tout ce qui pourrait me faire de la peine. Je suis bon qu'à donner des conseils que j'applique pas à des gens que je connais à peine. Gâcher ma vie comme un enfant star. Je prends même plus de vacances, je prends que du retard. Je vais gâcher ma vie comme un enfant star. En tissu de mensonges, je me taille un costard. Pourquoi tout ce que les gens trouvent cool, je trouve que ça fait pitié. Je sais bien que c'est pas des figurants, mais j'aime l'imaginer. J'ai entendu ce que t'as dit, mais je pense que j'ai des meilleures idées. Pourquoi tout ce qui vous arrive de mal a l'air mérité? J'aime bien faire comme si j'avais rien de particulier. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je t'ai manipulé? C'est sûr que je vais te faire de la peine, je suis jaloux alors que tu me plais à peine. Je suis un gosse de riche, qu'est-ce qui peut bien m'arriver? À part tomber dans la drogue et puis me suicider. La moitié des trucs que je fais, j'en ai honte 10 minutes après. Je vais gâcher ma vie comme un enfant star. Je prends même plus de vacances, je prends que du retard. Je vais gâcher ma vie comme
terre.